Vous écoutez RMC. RMC, 10h midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver, les grandes gueules du sport, votre émission d'opinion et d'humeur. Les GG, vous le savez, en tout cas la saison dernière, c'était tous les samedis et dimanches de 10h à midi. Encore pour un week-end, car à partir de la semaine prochaine, une nouvelle saison commence avec les GG en grande forme et nous serons là de 9h à midi. 9h midi pour les grandes gueules du sport samedi et dimanche prochain. Au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG. 2 mois après l'élimination des Bleus en 8e de finale de l'Euro, Didier Deschamps prend pour la première fois la parole dans le journal L'Équipe. Je sais que je suis le seul responsable. Le mea culpa du sélectionneur vous a-t-il convaincu? À 10h30, un homme heureux, Pierre Amiche, est très heureux du retour du public dans les stades, mais il est encore plus heureux du retour des préfets. Et puis à partir de 11h, nous allons passer la seconde au tour du forfait pour le reste de la saison de Rafael Nadal, quelques jours après avoir appris que Roger Federer allait subir une 3e opération du genou. Faut-il définitivement faire le deuil de Fedal? C'est parti pour les grandes gueules du sport. Bon, ce qui est important dans une équipe, c'est justement l'équipe. Et l'équipe des grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme Didier Deschamps, s'accroche coûte que coûte à son poste. Simon Dutin, salut Simon. Salut JC, je suis très très heureux de te retrouver, vous savez. Moi aussi. Écoute, si tu me permets, je vais citer Cousin Joseph, qui était abbé dans mon Béarn originel, qui disait, ça répond bien à tes présentations vraiment un petit peu acerbe. Voilà. Qui disait, une visite fait toujours plaisir. Si ce n'est en partant, si ce n'est en arrivant, c'est en partant. Voilà. Ok, très bien. Tu rebosseras la citation et puis tu viendras nous la refaire. J'embrasse Cousin Joseph. En fin d'émission, on embrasse évidemment Cousin Joseph. Une grande gueule qui, comme Didier Deschamps, va devenir président de Fédé. Bon, il y en a un, on est vraiment sûr. Olivier Giraud, salut Olivier. Salut, et ça c'est pas sûr. Hein c'est pas sûr du tout. Oui, mais pour Didier Deschamps, oui. Après Noël Le Graët. Et puis une grande gueule qui, comme Didier Deschamps, ne dit jamais rien quand elle parle de foot, mais on l'écoute quand même. C'est Marie Martineau. Salut Marie. C'est dégueulasse. Je suis d'accord, c'est dégueulasse. Bien joué. J'ai plein de trucs à dire là. Tu vois, il y a du fond et tout, ça va être top. Tu sais quoi, si j'avais vraiment beaucoup de courage, je dirais qu'elle est de moi. Sinon, je dirais qu'elle est de Pierre Amiche, le producteur. Voilà. Allez, on va débuter dans la joie et la bonne humeur cette émission avec une citation d'une personne célèbre, érudit, que l'on aime tous évidemment. Alizé a dit un jour: c'est pas ma faute à moi, et quand je donne ma langue au chat, je vous. Bon, après, j'ai pas trop compris. RMC. La une des grandes gueules du sport. Je suis désolé. Le centre fort devant le but, la réduction de l'écart, le but pour la Suisse, avec la frappe derrière, et le but, et la Suisse qui va arracher dans les dernières secondes du temps réglementaire le match nul à 3 partout. Kylian Mbappé, arrêt de Sommer, c'est un cauchemar pour l'équipe de France qui est éliminée de l'Euro 2020 en 8e de finale. Si on s'arrête aujourd'hui, c'est qu'on ne mérite pas plus. C'était le 28 juin dernier, vous avez entendu les commentaires, très bons commentaires mais toujours poignants de Jeannot Rességuier. Les Bleus prenaient la porte de l'Euro au stade des 8e de finale face à la Suisse. Après un match invraisemblable, quasiment 2 mois plus tard, Didier Deschamps sort du silence dans l'équipe pour assumer la responsabilité de l'échec à quelques jours de sa liste pour la reprise des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Alors la musique qui fout les jetons et cette question: le mea culpa de Deschamps vous a-t-il convaincu? Oui ou non? Simon Dutin. Oui. Olivier Giraud. Non. Marie Martineau. Oui. 2 oui, 1 non. Avant de débattre, on va retrouver la voix des Bleus. Jeannot Rességuier. Salut Jeannot. Bonjour tout le monde. Les vacances furent bonnes, Jeannot? Oh, les vacances, c'est toujours bon. Même quand la météo est pas bonne, c'est toujours bon. On fait rien, donc tout va bien. Bon, et voilà, forcément, tu es de retour sur le pont. Il y a eu le match hier entre Brest et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain 4-2. On en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, évidemment, la 3e journée de Ligue 1 se continue tout ce week-end sur RMC et continue aussi pour toi. Mais pour l'heure, nous parlons de l'équipe de France. Ce sera ton quotidien à partir de la semaine prochaine. Je le disais pour la liste de Didier Deschamps. Mais que dit précisément le sélectionneur Jeannot pour justifier la sortie de route prématurée des Bleus à l'Euro?
Alors d'abord il assume l'échec, on s'attendait pas à autre chose de sa part, mais au moins il le dit clairement, ça c'est le premier point. Après, il parle d'une stratégie offensive qui a perturbé l'équilibre de l'équipe en insistant sur le fait qu'elle a eu du mal défensivement, et donc les Bleus ont été beaucoup moins sereins, et notamment à cause des blessures des deux latéraux. Je le cite: je me suis certainement écarté de mon idée première, j'ai cherché à améliorer l'animation offensive, quitte à avoir un peu de déficit défensif. Il reste totalement abasourdi encore aujourd'hui par le scénario de la fin du match contre la Suisse à partir de la 80e minute, alors que les Bleus menaient 3-1. Cela ne devait pas nous arriver au vu de la force qui était la nôtre et la solidité qui a toujours été notre ADN, a-t-il précisé. Le sélectionneur prend dans cette interview l'entière responsabilité de l'échec, exonère même ses joueurs et fait le constat que ce qui lui était reproché en 2018, malgré le titre de champion du monde, aurait finalement dû être conservé si l'on en croit tous ses propos. À l'arrivée, il vaut peut-être mieux être un peu moins brillant, mais plus solide, a-t-il dit. À bon entendeur, salut. Ça, c'est pas lui qui l'a dit, c'est moi qui le dis pour conclure. Merci beaucoup, Jeannot Rességuier. Tu restes avec nous pour ce débat. Tu connais parfaitement ton équipe de France, parfaitement Didier Deschamps, et tu nous aides évidemment à décrypter tout ça. Olivier, j'arrive dans le... Juste vite fait, il l'a dit aussi. Oui, il a bien sûr. À bon entendeur, salut. Non, il n'a pas dit à bon entendeur salut, mais il a dit qu'il fallait être moins brillant et plus solide. Exactement. Je vais donner la parole d'abord à Marie Martineau. Pour toi, c'est oui. Le mea culpa du sélectionneur t'a convaincu. Pourquoi? Le 32-16, évidemment, si vous voulez participer à ce débat, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Marie Martineau. Écoute, il m'a convaincu dans le sens où j'étais pas super sceptique. Voilà, j'avais digéré cette histoire, j'étais passé à autre chose. Le mois d'août et les vacances ont passé entre-temps. Je l'ai trouvé à sa place. J'ai trouvé que c'était normal qu'il prenne la parole, c'était relativement attendu. Il polémique pas, il prend ses responsabilités, il explique assez clairement, il répond assez clairement aux questions qui lui sont posées. Je l'ai pas trouvé botté en touche, essayer de trouver des arguments qui n'auraient pas lieu d'être. C'est une bonne opération de com, voilà. On pourra toujours aller chercher à décrypter chaque mot, chaque parole, chaque intention, les choses cachées derrière ce qu'il dit. Moi, je l'ai trouvé relativement juste. Ok, tu l'as pas lu dans le New York Times, cette interview de Didier Deschamps. Qu'est-ce que tu lisais d'ailleurs dans le New York Times? On revient sur le débat, Jeannot et les autres. Je lisais un article dans Opinion sur la place des femmes olympiennes qui sont devenues mamans et comment elles sont traitées aux États-Unis. C'est sa petite routine, tu sais, avant une émission, il est à l'entrée de RMC. Mais c'est Simon qui m'a glissé ça. Mais tu regardes que les images ou tu lis vraiment J'ai essayé de comprendre l'anglais. Ok, je t'en embête un petit peu. Revenons à notre débat. Didier Deschamps, pourquoi ça t'a pas convaincu, toi, Olivier? Ça m'a pas convaincu parce que c'est pragmatique comme réponse, et ça m'a pas convaincu parce qu'au bout de 2 mois, c'est assez facile de trouver les réponses. Au bout de 2 mois, c'est plus un mea culpa, parce que le mea culpa, ça se passe dans l'émotionnel. Et l'émotionnel, au bout de 2 mois, il y en a plus. Et c'est très malin. C'est très malin, et Didier Deschamps est dans son rôle. Mais son rôle, c'est sélectionneur de l'équipe de France. Moi, j'ai pas vu de mea culpa. Mea culpa, ça veut dire excuse. Là, c'est une analyse froide, tactique de ce qui s'est passé, des résultats. C'est comme si tu lis l'équipe le lendemain, et comme un journaliste le ferait, tout simplement. Quand il dit c'est moi le responsable, c'est quand même une forme de mea culpa. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a marqué mea culpa, c'est moi le responsable. Ça, c'est le titre. Après, ce qu'il y a derrière le titre, ce que le centre du bouquin, il est aussi important que le titre. Et dans le centre du bouquin, c'est pas des excuses. Je suis désolé. Je sais pas. À un moment, faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire qu'il parle du jeu. Bien sûr qu'il s'est concentré sur l'attaque, la défense, les blessures. T'as vu, il en dédouane même. Il y a énormément de blessés. On s'est tous posé la question, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de pétés dans cette équipe? Non, c'est pas le problème de la préparation. En fait, tout va bien. Tu sors de cette interview, tout va bien, on recommence, on n'a pas eu de chance, parce que il y a beaucoup de si dans cette interview. Oui, et il répète souvent que, oui, mais ok, je veux bien tout prendre sur moi, mais il y avait quand même 3-1 à la 80e minute face à la Suisse. Tu m'étonnes qu'ils disent ça. Tu m'étonnes. Écoute, regarde les statistiques dans l'histoire du football. Il faudrait les chercher. Quand tu mènes 3-1 dans un tournoi international à 10 minutes de la fin du match, combien d'équipes qui menaient 3-1 se sont qualifiées, ont gagné en match à élimination directe? Non, mais moi, t'as été champion du monde grâce aux statistiques. T'as été
été champion du monde. Toi, on aurait pu mettre les scies. Mais il a raison. Parce qu'à un moment, il y a un mec qui est parti à 37 km/h, il a marqué, tu t'y attends pas, t'es champion du monde. Olivier, c'est ça le sport. Olivier le dit immédiatement dans l'interview. Il dit, je vais pas me chercher d'excuses, mais ça, je vais vous le répéter souvent parce que ça, c'est un fait. Il y avait 3-1 à 10 minutes de la fin, et moi, je te dis, c'est pas lui qui en parle, c'est moi qui en parle. Si tu vas chercher les statistiques, quand tu mènes 3-1 en quart de finale d'un grand tournoi international, en huitième de finale, d'un grand tournoi international, à 10 minutes de la fin, je pense que tu as 95 ou 16 ou 17 ou 18% de te qualifier. Il y a un truc qui me fait halluciner. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire ? Il y a un truc qui me fait halluciner, c'est que selon le sélectionneur, selon qui est en place, le discours est totalement différent. Moi, je le prends vraiment de manière pragmatique. Il a des objectifs. Bien sûr, il a un totem d'humilité. Je pense que c'est pour ça qu'il va continuer. Et ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de là à occulter ce qui s'est vraiment passé pendant cette Coupe du Monde sur le plan humain. Mais toi, tu le sais ? Tu sais qu'il faut juste ouvrir les yeux. Ça veut dire que quand dans un groupe, tu demandes à un joueur de sortir et que le joueur refuse de sortir. Mais il s'en explique, il te le raconte. Non, mais il te le dit sur. Tu parles de Kingsley Coman. Oui, mais il s'en explique. Mais ça ne change pas le fait. Ça ne change pas le fait, c'est que tu perds le contrôle de ton groupe. Et quand tu es un sélectionneur, c'est aussi manager. T'es pas là pour les entraîner, c'est les meilleurs du monde que t'as. C'est-à-dire que ton seul truc, c'est la confiance qu'ils ont en toi. C'est-à-dire quand tu leur dis de faire quelque chose, ils le font, point barre. C'est ça. Moi, la question que je vais te poser, moi, je vais te dire, le vrai truc qu'il va y avoir, je te laisse après, Simon, excuse-moi, le seul truc que moi j'analyse et que j'attends, c'est que, en fait, les règlements de compte, tu sais quand est-ce qu'on va les voir ? La prochaine sélection. Non, écoute. À la prochaine sélection, tu verras s'il y a eu des problèmes ou il n'y a pas eu de problème. La question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce qu'il aurait dû dire en fait Deschamps ? Il est attendu. C'est un peu comme le président de la République. Quoi qu'il dise, le président de la République, tu vas avoir 75% des Français qui l'ont écouté, qui vont dire il nous a bien enfumé. Il nous a raconté que des salades. Il était très attendu. J'ai trouvé son interview à la hauteur de l'attente. En 2 mois, des attentes et de l'attente. Tu dis tu peux faire 2 pages en 2 mois. Moi, je trouve ça super justement qu'il s'exprime pas sous le coup de l'émotion, qu'il y a un temps de maturation et qu'il ait le temps de préparer. Ça dépend quel coach, c'est pareil. Dans ce cas-là, écoutons ce qu'il a. Simon. J'ai trouvé cette interview à la hauteur des attentes et de l'attente, de l'importance du bilan, de l'intensité, du traumatisme que cette élimination a procuré. Il y a des infos dans cette interview. Souvent on dit on n'a rien appris, il nous a rien dit. Il nous parle de son avenir. Il nous explique. Il revient sur l'épisode de Kingsley Coman qui effectivement lui a dit non, je veux pas sortir alors que j'ai un problème. Il prend son expérience de joueur. Moi j'ai été joueur. En gros je le comprends. Effectivement, quand on parle de mea culpa, il dit ouais, ok, il y a ce que vous avez interprété comme un refus. Comment le mec aurait dû rentrer là ? Ceux qui est dans les tribunes, ça veut dire que. Oui, mais alors, je dans les tribunes, de toute façon, même si comment on sort au moment où Deschamps dit, il peut pas rentrer. Le remplaçant. Je veux pas prendre la défense de Simon, mais il explique que c'est grâce aussi à Kingsley Coman que la France tourne à 3-1 et que à ce moment-là, il sait qu'il s'est souvent blessé. Il a envie de le sortir parce qu'il sent que c'est musculaire, mais c'est un échec à la fin. C'est-à-dire que on est en train de se dire ouais, mais il y a 3. Mais là, vous revenez sur ce qu'il s'est passé. Et en fait, là, le thème, c'est d'aujourd'hui, c'est est-ce que cette interview était bon ? Cette interview était bon ? Non, c'est pas ça la question. Il est sur la suite. C'est son rôle. C'est pas un mea culpa. Je suis désolé. Pour un mec qui a ce stature-là, c'est très bon ce qu'il fait, mais ce n'est pas un mea culpa. Moi, j'achète pas la version. Pour un mec qui a cette envergure-là et certainement cette fierté-là, je trouve qu'on est quand même dans le mea culpa. Pour le peu, il est dans son rôle. Il prépare la suite. Il va pas mettre le feu aux poudres, il va pas jeter l'opprobre sur les uns, sur les autres, sur le staff, sur les kinés, sur les joueurs qui auraient dit ci ou ça. Il est bien obligé de rassembler. Il est au-dessus de la mêlée, ce mec-là. Donc là, son interview, elle va dans ce sens-là. Il calme le jeu et on a quand même une Coupe du Monde dans pas longtemps. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Il calme le jeu, il est dans son rôle, il prépare la suite, mais c'est pas un mea culpa. C'est-à-dire que moi, j'aurais voulu entendre parler de cette problématique d'avoir ton meilleur joueur qui n'a toujours pas signé son contrat et qu'à un moment tu te tapes pas du poing sur la table et parce que le mec il pense qu'à son contrat qu'il n'a pas signé. Attends, tu parles de Mbappé, il t'aurait voulu qu'il soit interrogé sur Mbappé, il n'a pas signé à Paris. Pas interrogé, ça fait partie de l'échec. C'est-à-dire que quand tu pars en compétition avec un joueur qui est supposé être ton meilleur joueur et que sa tête elle est pas au championnat d'Europe. Donc il aurait pas dû le prendre. Non, discuter avec lui, ça veut dire que ces problèmes de contrat, ils doivent être réglés avant de jouer une grande compétition. Je pense qu'on a trop pensé
et que l'erreur qu'il a fait, c'est que la vindicte populaire aussi a parlé. Ça veut dire que on a été champion du monde. Tout le monde a dit ouais, on était champion du monde, mais qu'est-ce qu'on jouait mal. On a eu ce débat ici. On veut tous voir du jeu. La moitié, même les 3/4 disaient ouais, maintenant on veut voir du jeu. Moi je disais non, pas du jeu. Et en fait, Deschamps n'a pas fait du Deschamps. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'a perdu. Ok, Jeannot Rességuier veut prendre la parole. Juste, moi, je vais pas juger ce qu'a dit Deschamps, ce qu'il a fait, même avec du recul. Je trouve que c'est déjà bien de venir dire qu'il assumait l'échec et que lui seul devait l'assumer parce que c'est en son rôle. Quand il évoque sa rencontre avec Noël Le Graët, on sent bien que de toute façon, il fallait qu'il y ait une discussion et que peut-être lui, dans son esprit, il a à un moment donné hésité à continuer, mais comme il avait envie de défendre le titre de 2018. Il décide de continuer avec l'accord du président Noël Le Graët. Après, moi, ce qui me gêne un petit peu, mais je le mets entre guillemets, c'est qu'il compare 2018 quand on lui dit t'es champion du monde, mais on n'a pas pris notre pied. Là, on est éliminé en 8e de finale de l'Euro. Mais je suis désolé, à part un match costaud, solide contre l'Allemagne, j'ai rien vu d'autre. J'ai pas vu d'évolution dans le jeu. J'ai pas vu une équipe capable de hausser son niveau de jeu et d'apporter quelque chose qui puisse donner l'envie de dire oui, cette équipe-là, elle a la possibilité d'aller au bout. Si peut-être, allez, sur les 20 premières minutes de la deuxième période face à la Suisse, ou avec l'entrée de Kingsley Coman, tu te rends compte qu'il se passe quelque chose. Mais sinon, dans le jeu, honnêtement, on n'a pas vu d'évolution de l'équipe de France. Donc c'est ça qui est un petit peu dérangeant. C'est qu'ils disent qu'il a sacrifié le côté défensif à l'aspect offensif. Je suis désolé, dans les statistiques, on n'est pas vraiment là-dessus, quoi. Mais moi, Jeannot, je trouve ça formidable. Souvent, on dit ces mecs-là, ils nous disent jamais rien. Il veut pas s'expliquer, il veut pas se justifier. Moi, je trouve ça formidable que Deschamps nous dise voilà. On dit toujours il y a 70 millions de sélectionneurs en France. Moi, je trouve ça formidable qu'il ait cette critique pas ça. Non, je sais, Jeannot. Je m'appuie juste sur ce que tu viens de dire. Je dis simplement que dans ses explications basiques et sportives, je suis pas totalement d'accord, mais ça c'est un point de vue qu'on n'est pas, on n'est pas obligé de le partager. Et quand on voit les réactions qu'il y a eu ces dernières 24 heures, on se rend compte que c'est finalement justement cet aspect-là du terrain où l'équipe de France n'a pas progressé, n'a pas évolué. Et quand ton sélectionneur te dit encore une fois qu'il était costaud défensivement, qu'il avait été moins bon offensivement, et pourtant ils ont marqué des buts à la Coupe du Monde en 2018, ils ont fait des gros scores, et là à l'Euro, tu as du mal contre l'Allemagne, tu as du mal contre la Hongrie, tu as du mal contre le Portugal, et tu te fais bouger en première période contre la Suisse. Donc quelque part au niveau du jeu, tu n'as pas évolué par rapport à 2018. Mais moi, c'est bon, justement, Jeannot, et je contredis absolument pas ce que tu as dit. Je m'appuyais juste sur ton intervention. Je trouve ça formidable qu'ils nous disent contre l'Allemagne, ils ont eu la maîtrise. En gros, moi, j'ai trouvé que tous les médias avaient salué la performance exceptionnelle des Français contre l'Allemagne. Moi, je trouve qu'on a subi pendant 70 minutes de ce match et que on s'est vu très très beau après l'Allemagne. Il revient là-dessus. Et je trouve ça formidable. J'étais pas prêt. Personnellement, je m'attendais pas à ce qu'ils nous disent oui, c'est vrai. En gros, j'ai été séduit par quand j'ai vu le potentiel qu'on avait devant. Je me suis dit. En gros, il nous dit, j'ai eu envie d'y croire. J'ai eu envie de me dire, on allait pouvoir dominer nos adversaires par l'attaque, par l'offensive. Et je trouve ça assez admirable de sa part. J'avoue, j'étais pas prêt à ça. Qui nous disent, je me suis planté. Ça peut marcher sur une demi-heure, ça peut marcher sur 20 minutes, mais ça nous met trop en déséquilibre, quel que soit le talent qu'on est devant. Il faut revenir, et peut-être que ça plaira moins aux gens. Mais finalement, effectivement, certes, on est plus fort quand on défend et qu'on est moins flamboyant devant que quand on essaye d'être sexy devant. Et moi, j'ai trouvé ça. C'est ça que t'appelles un mea culpa. Non, mais c'est génial parce que moi, je trouve ça très bien fait. Ça l'arrange bien. Il a été toujours reconnu pour son côté défensif, à créer des équipes défensives et tout. Et donc là, il a voulu changer un petit peu, peut-être céder à ce qu'on attendait de lui. Et au final, c'est parfait de venir faire un mea culpa en disant c'était mieux comme je faisais avant. Juste en quelques secondes, j'ai la sensation, à la lecture de cette interview, il y en a qu'un qui prend vraiment, c'est Olivier Giroud. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Je vais te dire après. Je pense que on voit déjà l'équipe qui va se profiler un petit peu plus tard. On le verra plus. Et je pense qu'avec une interview comme ça, malheureusement. D'ailleurs, il répond à cette question. Est-ce qu'il sera dans la liste le 26 août, Olivier Giroud? Ça fait partie de ma réflexion, mais ce n'est pas spécifique à Olivier.
Voilà. Moi, je suis Olivier Giroud. Là où Olivier Giroud, pas Giroud, a raison, Olivier, sur le fait que déjà jeudi prochain, à l'annonce de la liste, bon, qui sera pas de 26 joueurs, qui va être peut-être d'un retour à 23, voire 24 joueurs, par rapport au fait qu'il y a la possibilité toujours d'élargir une liste au regard de la pandémie. Mais c'est là où on va voir véritablement qui va disparaître de la liste. Alors après, on pourra toujours dire, oui, mais de 26 à 23, c'est plus compliqué à faire une liste et c'est normal que certains disparaissent. Mais moi, je pense qu'un garçon comme Mandanda, ou encore Sissoko, ou encore Olivier Giroud, auront certainement du mal à être présents sur la liste jeudi prochain. Simon Dutin pour terminer ce débat. Moi, je trouve que tout le monde dit il en met plein la tronche à Olivier Giroud. Moi, si j'étais Giroud, je me dirais, franchement. Merci. Non, mais ouais, l'honnêteté, quoi. Le mec, il t'explique. Voilà, je pense que c'est carré. Il explique. Il a perdu un temps de jeu incroyable à Chelsea. Il lui a dit en temps réel, écoute, mon gros, tu joues plus. Je peux plus t'imposer. Et c'est même pas parce que Benzema est revenu. Même si Benzema était pas revenu, je pense qu'il y aurait quelqu'un qui serait passé au moins devant lui ou au moins côte à côte avec lui. Mais moi, Jeannot, franchement, je suis pas sûr que Giroud il sera pas dans la liste, dans la prochaine liste. Il est performant en pré-saison. Okay. Martial, oui, il a mis 2 buts plus un, ça fait 3 buts avec Milan, sans Zlatan, sans Kessie. Ok, d'accord. Mais c'est pas de la compétition. Et tu sais très bien que Deschamps est très attentif à la compétition et surtout à la compétition européenne. Après, il va être obligé de faire des choix. Donc on verra, on en reparlera. Nous, c'est les échos qui nous reviennent. Peut-être qu'il y aura un peu plus de surprise, peut-être qu'il y aura une tentative de rajeunissement ou peut-être pas tout de suite, parce que là c'est un rassemblement de 3 matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et en octobre, c'est un autre rassemblement avec une autre compétition. Rappelez-vous, c'est la Ligue des Nations, la finale à 4. Faut suivre, faut se rappeler de ça. C'est France-Belgique et la possibilité de jouer ou l'Italie ou l'Espagne en finale de cette compétition, qui reste quand même une compétition européenne. Ok les copains, et en tout cas la prochaine liste de Didier Deschamps, c'est donc dans 5 jours, le 26 août, à suivre sur RMC. Merci beaucoup. Jeannot Rességuier d'avoir été avec nous, un premier débat de bonne facture. Désolé pour le chat dans la gorge. Non, aucun problème. On parlait de Didier Deschamps, donc forcément le chat ça va. Le chat n'est jamais bien loin. J'ai dit un chat. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport avec un homme heureux, Pierre Amiche, 10h30, forcément, il est là, il est très heureux et vous allez comprendre pourquoi. Le retour des préfets, à tout de suite sur RMC. RMC, les grandes gueules du sport, 10h midi. Jean-Christophe Drouet. De retour dans les grandes gueules du sport avec la grosse voix, vous l'avez entendu, 10h midi. Mais à partir de la semaine prochaine, ça change pour la nouvelle saison des grandes gueules du sport. Nous serons là de 9h à midi. Notez bien ce rendez-vous, il faudra se lever un petit peu plus tôt, rassurez-vous. On apporte les croissants, toujours avec Simon Dutin, Olivier Giraud, Marie Martineau dans une dizaine de minutes. Le zapping des GG. Dans la besace, j'ai un supporter qui demande $1 million pour le mouchoir utilisé par Messi pour ses adieux. Est-ce qu'on s'en fout, on s'en fout pas? Vous allez me donner notamment votre réponse dans quelques instants. Si ça vous intéresse, je vous conterai cette histoire. Mais tout de suite, c'est l'heure de faire entrer Pierre Amiche. RMC. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Un homme heureux. Je suis tellement content. Pierre Amiche. Pierre Amiche, bonjour. Bonjour à tous. Avant la chronique, Salut. Pierre Amiche qui prend du galon, qui sera à partir de la semaine prochaine dans l'émission Estelle Midi avec Estelle Denis. Il sera là en forme, de très bonne humeur, avec une nouvelle chronique. Donc bravo mon cher Pierre, mais n'oublie pas évidemment d'où tu viens. C'est ça. Alors Pierre, pourquoi tu es heureux aujourd'hui? Aujourd'hui je suis un homme heureux. Heureux parce que c'est le retour du public dans les stades. C'est la fête, c'est la joie de vibrer après des mois d'amour à distance. Mais heureusement, dans ces déferlantes de gogo joyeux, de couleurs, de chienlit, des hommes de loi, résistent encore et toujours face au bonheur. Vous avez aimé Michel Lalande, le préfet du Nord qui interdit Paris-Roubaix? Eh bien, vous allez adorer Philippe Mahé, le préfet du Finistère. J'explique. Hier, c'était donc Brest-PSG et clairement, l'affiche, elle était bouillante. On sentait qu'à tout moment, ça pouvait partir en latte. Les furieux du stade brestois face aux déglingos du PSG, faut pas les chatouiller. Puis les Bretons, c'est pas des câlins. Alors, la préfecture a été claire, interdiction d'accès à l'enceinte brestoise et à ses alentours entre midi et 19h30 à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Paris Saint-Germain. Et les maillots du club de la capitale interdits dans tout le périmètre. Donc en gros, je résume, tu pouvais y aller en sous-marin sans te prévaloir de ta qualité de supporter du Paris Saint-Germain et sans maillot. Mais sinon, c'était bon, quoi. Voilà. T'as le droit d'être supporter, mais faut pas le montrer et pas le dire. Donc la différence entre un supporter du PSG et un gonze qui aime pas trop le foot était assez subtile, mais bon, c'est la sécurité, sécurité avant tout. Heureusement, il y a des journalistes sérieux qui ont donc sollicité la préfecture et qui ont posé la question. Là, vous avez vraiment très très peur des débordements. Réponse de la préfecture.
Oh non, pas trop. Pourquoi tu fais ça, gros? Pourquoi tu fais c'est mal. Alors l'explication, elle tient dans un vieux combat de rue entre abrutis de Brest et abrutis de Rennes qui se sont tapés dessus après le match de la semaine dernière sur un parking désert à 1,5 km du stade. Donc rien à voir avec des supporters, rien à voir avec du foot. Mais pour éviter de vivre à nouveau ce drame terrible, 0 blessé et 3 gaz lacrymogènes, ces mesures s'accompagnaient aussi d'une interdiction de vente d'alcool de 17h à 21h. Les Bretons, ça a dû leur faire bizarre. Alors déjà que les bars et les restaurants sont en pleine forme à retour, autant leur saborder leur meilleur soir de la semaine, peut-être même de l'année, on sait pas. Mais je suis heureux. Merci, monsieur le préfet, le garant de la tranquillité pépère des Français, celui qui assure la quiétude des vendredis soirs dans l'Hexagone. Mahé, c'est le Walker Texas Rangers de l'Ouest. Moi, je l'imagine déjà descendre de son cheval avec le Stenson et les éperons. On n'aime pas trop les supporters du Paris Saint-Germain par chez nous. Il est pas là pour se faire emmerder par des supporters bourrés. C'est le général Patton, il a mis en place un plan redoutable. Solution 1, pas d'alcool. Solution 2, pas de supporters. Et paf, l'étape d'après, c'est interdire le stade de Brest au Brestois. Et là, on sera tranquille. C'est pu mettre le huis clos, il l'aurait fait. Et j'avoue, moi, j'aime les préfets. J'aime l'ordre. J'aime comme les choses restent propres, lisses. En plus, je les trouve rigolos avec leurs casquettes. On leur fout des gapettes surdimensionnées. On dirait que plus le chapeau est gros, plus ils sont intelligents. Il en faut de la place pour mettre toute cette cervelle. D'ailleurs, l'année prochaine, c'est Pharrell Williams qui dessinera les chapeaux. Ça va être énorme, ça va être merveilleux. Plus sérieusement, on a l'impression que supporter un club en France fait de toi un dangereux alcoolique fanatique. Et que les préfets, et plus précisément celui du Finistère, sont pas capables de prendre conscience que le retour dans les stades, c'est bien, ça fait plaisir, que majoritairement les gens ils sont contents, qui viennent de passer 2 ans à vivre comme des troglodytes et que venir remplir un stade, ça peut se faire dans la joie, la bonne humeur, le partage. Finalement, j'ai qu'une peur, c'est que l'après-crise du Covid nous ait fait prendre l'habitude de partager des moments, nous ait fait perdre l'habitude de partager des moments ensemble et que autrui, ce soit forcément synonyme de danger, de trouble, de bordel à nettoyer. Je veux pas de cette politique de la peur où on n'organise plus rien parce qu'après il faut faire la vaisselle et ça c'est chiant. Alors, messieurs Lalande, Mahé, Michu, je sais pas qui, l'ordre ça veut pas dire l'ennui. Et vivre comme des enfants bulles ne rend pas la vie moins dangereuse, elle la rend juste plus chiante. Merci beaucoup, Pierre Amiche, bravo, pour cet homme heureux. On n'a pas bien compris, en tout cas, s'il était vraiment heureux. Mais je vais quand même vous demander, les GG, de trancher. Est-ce que vous aussi, vous êtes heureux du retour des préfets? À vous de vous débrouiller avec cet intitulé. Heureux, pas heureux? Simon Dutin. Je vais te ressortir mon célèbre c'est affligeant, Jean-Christophe. Ah, c'est pas tonton Joseph? Je suis évidemment pas heureux. Mais j'embrasse cousin Joseph et je le citerai dans le bon ordre à la fin de l'émission. Très bien. Non, c'est consternant. Ok, Marie Martineau. Oui, je suis pas heureuse du tout. Enfin, dans le même genre que Pierre, je suis heureuse au 20e degré, quoi. Ok, notre ami Olivier Giraud. Ouais, on aime l'ordre, mais pas celui-là. Pas ce genre de type d'ordre. C'est compliqué et ouais, c'est affligeant. Il a raison, Simon. Ok, Simon, tu prends la main sur ce dossier. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est dans la caricature du supporter. Les supporters font peur aux autorités françaises et pourtant c'est pas comme si on était un pays de football avec des furieux. Pierrot rappelait ce qui a donné l'idée à la préfecture, c'est oulala, ils se sont tapés à 1,5 km du stade. Ils étaient une quarantaine de pimpins qui se sont mis sur la tronche en marge de Rennes-Brest la semaine dernière et du coup rencontre il y a 5 degrés je crois de dangerosité autour des rencontres. Là on était en catégorie 2 et on interdit aux gens de porter le maillot du Paris Saint-Germain autour de l'enceinte du stade. 2 sur 5, je précise. Catégorie 2 sur 5, il y a 5 degrés de dangerosité exactement. Donc on est dans la caricature du supporter, la baston, l'habiture, c'est des mecs bourrés qui se tapent sur la tronche. Je sais pas, effectivement, Paris a dû vendre beaucoup de maillots. Paris a un peu comme Marseille des supporters partout en France. Il y a certainement des gamins qui étaient pas supporters de Brest, qui étaient contents ou des gens en vacances qui étaient contents d'aller voir le PSG, des gamins qui étaient contents de mettre le maillot du Paris Saint-Germain, qui allaient pas se taper avec personne. Et tu leur dis non, en gros interdit. Et qu'est-ce qu'ils auraient fait les flics s'ils avaient vu un mec de 7 ans avec son père et son grand-père avec le maillot du PSG? C'est quoi? Ouais, exactement. Tu le fous au ballon. Exactement. Mais explique-moi. Moi, je veux savoir ce que le préfet nous dit. On est dans la caricature du supporter. Hier, j'ai discuté avec Lazare Van Paris du site footballski.fr, excellent site qui traite de l'actualité du football des pays de l'Est, de la Russie, République tchèque et de la Serbie. Et du coup, au passage, sachant qu'on allait en parler ce matin, je lui dis mais attends, mais quand ça se passe à Zagreb, quand il y a des derbies, à
split, machin. Est-ce qu'il y a des interdictions de supporters et tout? Il me disait non mais les mecs ils foutent le feu au siège en plastoc dans le stade et tous les ans c'est un carnage. Ils se tapent évidemment toute l'année et jamais il y a une interdiction. Oui, pourquoi? C'est pas un exemple. Non, je te dis pas que c'est ce qu'il faut faire évidemment. Entends-moi bien. Je te dis et il me précise. Je lui dis mais alors comment ils font quand même ces troubles à l'ordre public? Je comprends qu'au bout d'un moment il faille protéger la sérénité de l'ordre public, mais effectivement tous les déplacements de supporters sont organisés par les forces, par les autorités, par les flics. Voilà. Tu dis à la préfecture, au lieu d'interdire, qu'elle encadre, qu'elle organise, qu'elle éduque les gens et qu'on laisse les gens aller au stade. Mais c'est quand même fou. On est en train de tuer. Bon, enfin, et encore, je te dis, rien de nouveau sous le soleil. On est en train de tuer la culture foot en France. On n'a pas envie que les gens aiment le foot et avec les passions qu'elle draine habituellement. C'est vrai, mais on vous parle de ça aujourd'hui parce qu'on avait un peu oublié toutes ces interdictions, forcément, dues à la pandémie, au huis clos. Non, mais c'est il y avait plus toutes ces interdictions de préfet, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'elles existent pour les matchs dits dangereux. Ouais, alors Brest PSG, c'était peut-être pas un match. Chaque préfet, évidemment, voit midi à sa porte sur la dangerosité de son match. Marie Martino. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on a découvert ou redécouvert les rôles des préfets et les pouvoirs des préfets avec le Covid, et que là, j'ai l'impression qu'ils se sont laissés pousser des ailes et que maintenant, ils ont le droit de tout interdire, d'avoir le droit de dire des choses ou de faire appliquer des choses sur n'importe quel sujet. Ben ouais, mais on l'avait un peu occulté, tu vois, et donc ça me gêne déjà profondément qu'on puisse mettre en place ce genre de choses. Et puis on est dans tu vois, c'est comme quand tu veux élever des enfants, quoi. C'est soit tu discutes, tu mets des règles avant d'arriver à la situation qui va poser problème, le nombre de fois où on aura le droit de sauter de l'arbre dans le lac, soit tu mets des règles au départ et tu dis ok, on y va, mais on va tous sauter 4 fois maximum, soit t'interdis tout, ah non, on n'y va pas parce que la dernière fois vous avez jamais voulu vous arrêter de sauter. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut faire preuve d'intelligence et faire ça en bonne. Alors, avant de te donner la main, pardon, je sais pas, en bonne conscience, en bonne intelligence, tranquillement. Il y a Manu qui nous écrit sur l'application RMC Direct Studio. Salut les GG, j'étais au stade à Brest hier soir. Je peux vous assurer qu'il y avait pas mal de maillots du Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir. En dehors des ultras dans le parcage, parce que ça c'était autorisé si c'était encadré. Mais sinon, aux abords du stade, tout ça, dans d'autres tribunes, il n'y avait pas le droit de porter le maillot du Paris Saint-Germain. Lui nous dit qu'il y avait pas mal de maillots qui traînaient aux alentours du stade avant l'ouverture des grilles. Voilà pour ce témoignage de Manu et on t'en remercie. Olivier, rapidement sur le sujet, après on passera au très rapidement, c'est que le poste de préfet, c'est le plus haut poste de fonctionnaire qui puisse exister, et le moment où un préfet a été sanctionné ou a quitté son poste, c'est parce qu'il n'en avait pas assez fait. Et que la dérive inverse est en train de se créer, c'est que ces préfets est-ce qu'on peut les enlever parce qu'ils en font trop aussi? Parce que à un moment, ce qui va se passer, c'est que ça va aseptiser la vie française, et à chaque fois que les Français ont cette possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'éclater, de pouvoir se réunir, de pouvoir supporter, de pouvoir vivre tout simplement. À ce moment-là, il faut un petit peu relâcher la bride et les laisser aussi faire confiance à ses supporters, leur dire c'est votre joujou, ne le cassez pas, parce que là on a l'impression que c'est à vie maintenant. C'est-à-dire que oui, on avait fermé un petit peu parce qu'il y avait des dérives. Mais à un moment, faut réouvrir, faut relaisser les gens vivre, et que je pense que de temps en temps, quand ils en font trop, faudrait peut-être pouvoir les sanctionner aussi. Il y a Alain qui nous écrit également. Alors, écoutez bien ce message parce que forcément, il me touche un petit peu, mais on va répondre à Alain qui nous écrit. Je sais que je ne passerai jamais à l'antenne. Alain, c'est pas vrai. 32-16. Le 32-16, et Alain, tu viens quand tu veux. On en reparle d'ailleurs à 11h45 dans les GG et vous, si tu veux venir nous parler de ce sujet avec grand plaisir. Mais pourriez-vous m'expliquer, alors que ça fait des années que les préfets font des interdictions de stade partout, maintenant que ça touche le PSG, miraculeusement, toute votre rédaction joue les choqués. Ils sont 50 derrière la rédaction. Appel au 32-16. Alors, moi, je réponds à Alain. On a pas mal. Je comprends pas. On est choqué de quoi? Parce que ça touche le Paris Saint-Germain, donc maintenant, on s'offusque des préfets. Non, on l'a fait à Lyon quand c'était. Ça aurait été pour n'importe quel match, Saint-Etienne-Lyon, on aurait dit la même fin. Il y en a un peu marre quand même. Ces attaques auprès des journalistes parce que on parle que du PSG ou de l'OM, ou qu'on fait des effets de loupe quand on parle de l'OM.
l'OM et du PSG. Moi, j'adore Alain, j'ai rien contre lui, mais c'est des attaques gratuites. C'était en marge de Brest-PSG. C'est pas nous qui avons fait la programmation de la Ligue 1 ni qui avons pris la décision. Et j'ai le souvenir d'avoir déjà parlé de ces interdictions de stade dans cette émission sur un autre match que le Paris Saint-Germain. Mais attendez, Alain a le droit de nous dire ça. Et Alain, le 32-16 est promis. Je dis à Amina qui est au standard. Attends, je crie un petit peu. Amina, il y a Alain qui appelle, tu le prends. Voilà. Ça y est, le message est passé. Voilà, est-ce que je peux juste rajouter que tous les consultants, les journalistes, les gens qui travaillent dans les rédacs ne sont pas parisiens fans du PSG. Enfin, loin de là, même. C'est un non-sens. Il y a beaucoup de Niçois. On vient tous de France et Navarre. Voilà. Bon, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur le sujet. Si vous voulez en reparler, Alain, n'hésite pas, le 32-16. Et c'est à partir de 11h45 dans les GG. Vous, nous, on se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG. Ah, le fameux mouchoir de Messi. Est-ce que ça vous intéresse ou non, hein? Est-ce que si ça avait été le mouchoir de Denis Bronga, hein, on pourrait répondre à Alain, on en aurait parlé, ou le mouchoir d'Alain? Bon, là, pour le coup, non. C'est vrai, parce que c'est Léo Messi. À tout de suite sur RMC. RMC, 10h midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. Allez, 10h49 de retour dans les grandes gueules du sport. Nous sommes ensemble jusqu'à midi à partir de la semaine prochaine. 9h midi, nouvel horaire des GG. On rajoute une heure pour notre plus grand plaisir avec vous. 9h midi, les GG du sport pour la nouvelle saison avec des nouvelles GG à vous présenter. Toujours avec Simon Dutin, Olivier Giraud, Marie Martineau. À partir de 11h, nous allons parler de Roger Federer, Rafael Nadal. Tous les deux ont mis cette semaine fin à leur saison. Est-ce qu'il faut faire le deuil de Fedal? Ce sera notre question et les GG ne sont pas d'accord. Mais tout de suite, on s'en fout pas de ces zappings des GG. RMC. Le zapping des grandes gueules du sport. Alors, plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si on s'en fout ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, un supporter demande $1 million pour le mouchoir utilisé par Messi pour ses adieux. On s'en fout pas. Simon Dutin. On s'en fout pas. Marie Martineau. Je ne m'en fous pas. Je vais vous laisser discuter de mouchoir, ça m'afflige. Ok, alors personne ne sait comment il s'est procuré ce mouchoir, ni même s'il est authentique, mais en tout cas un internaute a flairé peut-être un filon assez juteux en mettant en vente aux enchères le mouchoir froissé, mais en bon état. C'est ce que nous dit la petite annonce, utilisée par Lionel Messi pour sa conférence de presse d'adieu le 8 août dernier au Barça. Montant requis pour la première mise, $1 million. L'annonce qui a été repérée par des médias argentins n'est plus visible pour le moment, sans que l'on sache si c'est parce que le précieux mouchoir a été vendu, on l'espère pour lui évidemment, ou parce que juste l'annonce a été supprimée par son créateur. En tout cas, une petite info en plus à vous donner avant de vous entendre. Sachez que sur le site, il est toujours possible de se procurer des mouchoirs du même modèle que celui de l'attaquant du Paris Saint-Germain contre plusieurs dizaines d'euros, ce qui permet évidemment aux vendeurs de se faire un petit bénéfice, un joli bénéfice. Voilà, ça ne mange pas de pain. Marie Martineau. Et moi, j'ai envie de dire, et pourquoi pas? Pourquoi pas s'il y a un cinglé qui veut l'acheter et qui veut l'encadrer et le mettre dans son salon et le léguer à ses enfants et ses petits-enfants? S'il est riche et qu'il est fan, pourquoi pas? Je veux dire, ça me choque pas plus que les torchons avec lesquels s'essuyait le front Kurt Cobain en concert et qu'il les lançait, ou les reliques de Jésus qu'on pense que vraiment il a dormi dans le drap et qu'il a imprimé sa tronche sur le drap. Pourquoi pas? On est vraiment en train de comparer Jésus avec Lionel Messi. Évidemment, pour un paquet de personnes, oui, effectivement. oui, d'accord, très bien. Ok, on laisse la comparaison, mais ok. Simon? Ouais, c'est le reflet de notre époque, c'est consternant. Il est toujours consterné. Ouais, c'est l'instant tonton, quoi. Je suis déjà vieux avant l'heure, mais c'est affligeant. Bonne chance à notre ami internaute. Je rappelle que il y a un petit malin qui a réussi à vendre $7 000 une bonbonne d'air qu'il a rempli, pas con, hein, pas idiot, pardon, lors du dernier concert de Kanye West à Atlanta. Voilà, $7 000 pour une bonbonne d'air remplie au concert de Kanye West. $1 million pour le mouchoir de Messi. Il faudrait savoir ce qu'il y a dans le mouchoir. Hein. C'est peut-être que ça peut faire varier le prix, mais bon. Moi, ça me donne des idées parce que forcément, nous, on est équipés, on a des micros, des petites bonnettes sur le dessus. Peut-être que je peux vendre ma bonnette de micro sur Internet. Mais je peux passer une annonce. Moi, j'ai récupéré quelques postillons de Pierre Amiche là pendant sa chronique de l'homme heureux et je les vends 20 000 balles. Moi, j'ai la chaise cachée de David ça branche quelqu'un. Alors, j'ai une Fuego à vendre. 170 000 km. Bon, bref. Deuxième information à vous donner dans Zapping des GG. Ah, celle-là peut vous plaire aussi. 30 millions d'amis qui demandent au CIO de retirer l'équitation du pentathlon moderne aux Jeux Olympiques. On s'en fout pas. Simon Dutin. Je m'en fous.
Marie Martineau. Moi, je m'en fous pas. Ok. Olivier Giraud. Je m'en fous pas. Alors l'image a fait le tour du monde lors de l'épreuve d'équitation comptant pour le pentathlon moderne aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Annika Schle, vous vous souvenez, l'Allemande en larmes alors que son cheval Saint-Boy refuse d'enchaîner les obstacles. Elle était en tête et finalement elle a terminé 31e au classement général. Une scène qui n'est pas sans conséquence puisque la fondation 30 millions d'amis a demandé au CIO de retirer l'équitation du pentathlon moderne aux Jeux Olympiques afin d'éviter qu'une telle violence ne soit à nouveau infligée aux équidés. Alors pourquoi une telle violence et pas en équitation classique ? Sachez qu'au pentathlon, on tire au sort son cheval 20 minutes avant le début de l'épreuve et cela donne lieu, selon le site 30 millions d'amis, à de mauvais traitements sur les chevaux qui sont restitués, épuisés et parfois blessés. Et une plainte d'ailleurs pour maltraitance animale a été déposée à l'encontre d'Annika Schle. L'Union internationale de pentathlon moderne a également disqualifié Kim Rainer, la coach de l'équipe allemande, qui a, après l'étude des vidéos, aussi frappé le cheval. Marie Martineau. Je trouve qu'ils vont trop loin. J'ai re-regardé toute la scène. C'est un mauvais moment de sport, c'est un mauvais moment de télé, c'est un mauvais moment pour la cavalière comme pour le cheval. Effectivement, on peut pas le nier. Il y a rien qui fonctionne, il y a rien qui marche. De là à parler de maltraitance animale, elle se sert de ses éperons, de sa cravache. C'est quand même les objets dont on se sert avec les chevaux. Il faut peut-être pas exagérer. Je crois qu'il y a d'autres combats à mener en ce qui concerne la maltraitance animale. J'ai des animaux chez moi, je les aime de tout mon cœur. Je suis la première à avoir toujours ramassé les petits chats dans la rue et je les ai ramenés chez ma mère pour les amener chez le veto. Enfin, je kiffe les animaux, mais il y a un moment donné, il faut quand même s'occuper des vrais combats. Commençons par notre consommation de viande, les élevages intensifs, ce qu'on fait des animaux autrement que peut-être le cheval dans le concours de pentathlon moderne, quoi. Ok, Olivier. Moi, c'est sur un autre sujet. C'est, tu l'as dit, les chevaux ne leur appartiennent pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour entre le cheval et le cavalier parce que ce n'est pas ça. Et il lui a bien rendu et s'il y a une chose qu'il faut changer, c'est ce tirage au sort que les athlètes en plus on voit, ça fait tourner complètement la compétition et que la notion de relation entre l'athlète et son cheval fasse partie de la compétition et que si on doit changer quelque chose, c'est que ces athlètes viennent avec leurs chevaux. Allez, dernière information à vous donner dans le zapping des GG. Le gouvernement grec remet Tsitsipas à sa place pour sa prise de position contre la vaccination. On s'en fout pas. Simon Dutin. Je m'en fous pas. Moi non plus. Celui qui s'en fout, il a un problème. Les propos de Stefano Tsitsipas qui a émis de gros doutes sur la vaccination contre le Covid-19 ne sont pas du tout au goût du gouvernement. Le porte-parole d'ailleurs de ce gouvernement, Giannis Okonomou, a critiqué le tennisman Stefanos Tsitsipas qui, pour ses déclarations à propos de la vaccination, à laquelle il n'entend pas se soumettre tant qu'il n'y est pas obligé. Il n'a ni la connaissance, ni le bagage, ni le travail de recherche qui lui permettrait de se former une opinion là-dessus. Un grand sportif, doit avoir la capacité à évoluer la nécessité de la vaccination et si le vaccin a été testé pendant une période de temps suffisante. Je rappelle juste que Tsitsipas a déclaré qu'il y avait des effets secondaires, que lui avait moins de 25 ans, donc pour lui le virus n'était pas dangereux et qu'il connaissait personnellement des gens qui en ont eu des effets secondaires. Je ne suis pas contre, mais je ne vois juste pas de raison pour quelqu'un de ma catégorie d'âge d'être vacciné. Voilà, il veut avoir une meilleure version du vaccin. Olivier. Écoute, Tsitsipas, il doit comprendre une chose, c'est qu'en tant que grand sportif, il est une personne publique et sa parole est écoutée par énormément de jeunes. Et que on peut prendre des positions personnelles, se dire que face à la maladie, face à ce qu'elle peut te faire personnellement, ta réponse doit être personnelle. Et là, le problème, c'est que son sentiment personnel, il veut le traduire à tout le monde. Et ça, il n'a pas le droit de le faire, pas face à la santé. Ok, très rapidement, Simon et Marie. Je suis d'accord avec Olivier, je vais laisser la parole à Marie. Marie. Je trouve que c'est catastrophique, c'est dingue, mais ça représente un peu quand même le fait parce que tu es un athlète et que tu es connu et que tu as plein de followers et qu'on te reconnaît dans la rue, donc tu es aussi bon qu'un virologue, tu peux donner ton avis sur des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment lamentable. Moi, je continue tous les jours dans mon quotidien à devoir expliquer à certaines personnes de ma famille proche que c'est vraiment grave qu'ils ne veuillent pas aller se faire vacciner. Ça me gonfle de voir des mecs comme ça qui te cassent la baraque en disant n'importe quoi. Les effets secondaires, évidemment, il y a des petits effets secondaires sur les 3 jours qui suivent. Il n'y a aucun effet secondaire à long terme. Tous les médecins le disent. Il faut arrêter avec ça, quoi.
Ça suffit. Il oublie juste que effectivement, peut-être qu'il a moins de chances d'avoir des effets, des effets graves, mais bon, tu peux contaminer quelqu'un et quelqu'un peut mourir à cause de toi. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport à partir de 11h. Federer, Nadal qui ont mis un terme à leur saison. Est-ce qu'il faut faire le deuil de nos deux champions? À tout de suite sur RMC. RMC, 10h midi. les grandes gueules du sport. RMC, les grandes gueules du sport. 10h midi. Jean-Christophe Drouet. 11h06, on est de retour sur RMC dans les grandes gueules du sport. À partir de la semaine prochaine, nouvel horaire, nouvelle saison, 9h midi pour les GG du sport le samedi et le dimanche, 9h midi. Retenez bien cet horaire, il y aura évidemment de nouvelles rubriques, une heure de plus, de nouvelles GG, bref. On va se régaler pour cette nouvelle saison. Tu as annoncé la nouvelle GG ou pas? Les nouvelles GG, tu as annoncé ou pas? J'ai annoncé. J'ai vu que tu disais un peu sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, oui. Tu veux que je le dise maintenant? Non, je sais pas. Tu sais quoi, je vais le dire maintenant. Si Il y a déjà une nouvelle GG qui va nous rejoindre. Ça, je peux vous l'annoncer. C'est Marion Bartoli qui sera là avec nous normalement la semaine prochaine. Voilà, Marion Bartoli pour le retour des GG, toujours en compagnie. Marie Martineau sera là. Évidemment, Olivier Giraud sera là. Simon Dutin Ne sera plus là. sera là aussi. Salaud. Christophe Cessieux, tu seras là la semaine prochaine. Christophe Cessieux sera là évidemment. David Douillet, Marc Madiot, Pascal Duprat, Denis Charvet, Stephen Brun, Sophie Camoun. Voilà, les copains seront là. Une grande table. Oui, ouais. Ça c'est vous prévu, ne serez mais pas c'est là pour une soirée. tous en même temps. Voilà. Comment? Oui, voilà, il faut choisir. Alors, dans cette prochaine heure des grandes gueules du sport, dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour du forfait pour le reste de la saison de Rafael Nadal. Quelques jours après avoir appris que Roger Federer allait subir une 3e opération du genou, faut-il faire le deuil donc de Fedal? À 11h30, le match des GG, une semaine sous tension à Lyon après la claque de l'OL à Angers. Le nouvel entraîneur Peter Bosz veut changer à tout prix les mentalités, quitte à se mettre à dos une partie du vestiaire. Le nouvel entraîneur de l'OL va-t-il trop loin? Ce sera notre question. Et puis 11h45, c'est votre moment. Comme Alain qui se disait il ne peut jamais passer dans les GG. Il nous a interpellés sur les réseaux sociaux. Il a composé le 32-16 On va prendre cher. et il sera là avec nous à 11h45. Vous faites de même, vous n'êtes pas d'accord sur un thème du jour avec une GG. Vous composez le 32-16, vous connaissez la mécanique. Alors il paraît que passé un certain âge, quand on se réveille sans avoir mal quelque part, c'est qu'on est mort. RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde. Il y a longtemps, sur les terres lointaines de la Grèce antique, régna l'âge d'or des dieux tout-puissants et d'extraordinaires héros. Nadal. Rafael Nadal. Desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Je me suis blessé pendant la saison sur gazon. Ce n'est pas la meilleure manière d'aller de l'avant. Je serai sur des béquilles pendant des semaines et je serai absent du circuit pendant des mois. Tout est fini entre nous. Et on ne l'espère pas évidemment. Dimanche dernier, Du tout, tu me coupes partout. D'y croire et d'espérer. le karaoké des grandes gueules du sport. Merci Marie Martineau. Roger Federer a donc annoncé la fin de sa saison dimanche dernier en raison d'une 3e opération du genou à venir. Et hier, c'est Rafael Nadal qui lui a emboîté le pas, mettant lui aussi fin à sa saison à cause d'une douleur récurrente au pied gauche. Vous l'aurez compris, les deux stars du tennis mondial ne seront pas présentes à l'US Open et leur avenir est forcément incertain. La musique qui fout les jetons et cette question. Faut-il faire le deuil de Fedal? Oui ou non? Simon Dutin? Non. Olivier Giraud? Oui. Marie Martineau? Et oui, et le plus tôt sera le mieux. C'est moins douloureux. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis, notre ami Eric Salio. Salut Eric. Salut les grandes gueules. Salut Eric. C'est quand même une semaine noire pour le tennis. Essaye de remonter le moral à tous ceux qui aiment Roger Federer et Rafael Nadal. Alors souvent ils n'aiment pas les deux, mais ils aiment au moins un des deux. Ça va être dur. Bon, c'est vrai que comme l'an passé, Federer et Nadal ne seront pas dans le tableau de l'US Open. Bon, en 2020, le Suisse récupérait d'une 2e opération au genou et l'Espagnol, pas emballé de jouer à huis clos, avait misé sur le Roland-Garros automnal avec bonheur. Cette fois, ça semble beaucoup plus sérieux. Le quadra Federer va devoir retourner une 3e fois sur le billard alors que le Mallorquin ne parvient plus à gérer une douleur au pied gauche. Il souffre depuis des années du syndrome de Müller-Weiss. Concrètement, il s'agit d'une déformation d'un des os dans la partie centrale du pied. Alors, dans leurs vidéos respectives, les deux champions n'ont pas évoqué le mot retraite. Ouf! Mais bon, Nadal va tenter un nouveau traitement.
Il espère être d'attaque pour 2022 avec en point de mire Roland Garros. Bon. Pour le Suisse, c'est beaucoup plus flou. Il vient de fêter ses 40 ans. Il a confié conserver une lueur. Vous vous rendez compte, une lueur, c'est tout petit, on souffle, il n'y a plus rien. Donc une lueur d'espoir de rejouer sur circuit. Il rêve d'une ultime communion avec ses fans, et c'est vrai qu'on n'imagine pas ne pas rejouer Wimbledon et Bâle, les 2 tournois qui lui tiennent le plus à cœur. Mais son corps lui permettra-t-il cette last dance ? J'avoue que j'en sais rien. Faut se faire une raison. Il me manque déjà, nous a dit hier Benoît Paire en interview. Le Français a vécu l'effervescence à Washington lorsque Nadal a disputé ses 2 matchs. Le central était plein, et désormais, la peur du grand vide existe, les fans sont légitimement inquiets, mais c'est surtout une économie qui peut vaciller. Il faudra surveiller les audiences télé et les trous dans les tribunes. Justement, on écoutera Benoît Paire dans quelques instants, après son élimination en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Eric Salio, tu restes avec nous pour ce débat. Faut-il faire le deuil de Fédal, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Marie, tu commences, le plus tôt sera le mieux. Oui, alors s'il s'agit de nous, de faire notre deuil à nous, je pense que le plus tôt sera le mieux. Voilà, on ne reverra plus ni Federer ni Nadal jouer leur meilleur tennis. Ils l'ont déjà joué et c'était merveilleux, et je suis ravie d'avoir pu assister à ça. Ces rencontres au sommet entre eux n'arriveront certainement plus non plus, en tout cas pas dans des phases finales de Grand Chelem. On se passionnera pour d'autres athlètes. C'est le sens de l'histoire. Moi, ça me va très bien. Je crois que en plus se faire opérer ou souffrir de douleur, arriver à un certain âge, à un certain point de ta carrière, c'est juste plus du tout le même délire que de devoir gérer ça quand t'as 20 ans. Pour l'avoir vécu, c'est hyper difficile de dire au revoir, mais c'est tellement plus chouette de le faire quand t'es en haut, c'est tellement plus... ça rend tellement plus heureux, ou en tout cas moins triste de le faire quand t'es sous la lumière. C'est même très surprenant pour ces 2 athlètes, l'un comme l'autre, avec le palmarès qu'ils ont et la vie qu'ils ont pu mener, d'essayer de parler encore de lueur d'espoir, de choses comme ça. Ça me surprend particulièrement de pas vouloir tirer le rideau et faire ciao, belle. Et je rappelle que tu es bien placé, vous êtes bien placé avec Olivier Giraud, parce que toi tu as arrêté après les Jeux Olympiques 2018 avec une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en ski freestyle, et toi Olivier tu as arrêté en 2008 à Pékin après la médaille d'or de l'équipe de France de hand. Simon Dutin, toi tu n'as pas arrêté, tu continues. Pourquoi? J'ai failli arrêter après t'avoir battu au golf. Ça je m'en doutais que ça te parlait, évidemment. Ça c'était sûr. J'ai hésité à prendre Martin. Voilà, viré Amina. Je parle à Amina. Amina, tu peux à la compta pour Simon Dutin. Simon, pourquoi non? Pourquoi faut pas faire parce qu'on parle de mecs qui dépassent un peu le cadre des champions, ou même de champions générationnels. C'est des types qui vont rester dans l'histoire de leur sport. Je pense que ce serait assez dangereux de parier contre eux. Je parle sous le contrôle d'Eric, mais je crois me souvenir qu'en 2017, quand Federer remporte l'Open d'Australie, Nadal en finale, on avait déjà dit avant l'Open d'Australie, ça va être compliqué pour Federer cette saison. Et puis il sort un tournoi d'anthologie. Là où moi je suis pas trop les observateurs, c'est que je pense, et peut-être qu'Eric va me dire que je n'y comprends rien, c'est qu'à mon avis il a plus de chances de gagner sur dur, éventuellement à l'US Open ou à l'Open d'Australie, que de regagner Wimbledon, où le côté imprévisible du rebond de la balle rend les appuis et je pense le traitement que subit ton corps un petit peu difficile. Je pense que c'est risqué de parier contre ces types-là. Je pense que Nadal, qui menait contre Djokovic en demi-finale cette saison, il a encore au moins 1 ou 2 Roland Garros dans les pattes. Après, effectivement, Stephen Brun m'a pas laissé sa boule de cristal, donc je peux pas lire l'avenir avec autant de certitude que lui. Mais je pense qu'effectivement, c'est des types qui, je le disais dans l'intro tout à l'heure, je pense que Federer, s'il avait dit pas d'US Open pour moi, on se retrouve en début de saison l'année prochaine, on verra, je vous dirai, je me serais dit ça sent la retraite, mais là, il se fait opérer. Je pense qu'il est 9e mondial à l'heure actuelle. Je pense que c'est des mecs qui n'ont pas envie de quitter le circuit dans ces positions-là. Et Eric faisait une référence à The Last Dance. C'est le label qu'avait choisi Dwayne Wade, un joueur de NBA. Tu sais, souvent quand ils font leur dernière saison, ils passent dans toutes les salles, ils échangent les maillots, ils font des photos. The Last Dance. Je pense qu'ils méritent. Ils veulent s'offrir une tournée d'adieu autrement qu'en se faisant cirer au premier tour de tous les tournois. Et je pense qu'ils sont en train de mettre tout en œuvre. Nadal, c'est une blessure qu'il a depuis 2005, qui avait déjà failli mettre fin à sa carrière en 2005. Je pense qu'ils vont s'offrir au moins un peu de temps pour préparer une dernière belle grosse saison. Et s'ils sont en forme, ils seront toujours
toujours très compliqué à battre. Ok, quand tu parles évidemment des propos de Roger Federer, quand je lis ces propos, je suis pas forcément très rassuré. D'ailleurs, Eric Salio en a fait écho. Je suis réaliste, comprenez-moi bien. Je sais à quel point c'est difficile à mon âge de se refaire opérer. Je vais essayer. Je veux me donner une lueur d'espoir de revenir sur le circuit d'une manière ou d'une autre. Marc Rosset a dit qu'à mon avis, qu'à son avis, Federer allait revenir et qu'en tout cas, il croyait à son retour. Et moi, on va écouter Marc Rosset. Quand Marc Rosset parle, effectivement, moi j'écoute toujours Marc Rosset dans le tennis et. Ok, Olivier Giraud et puis après Eric Salio. Alors The Last Dance, c'est plutôt le manifeste de début de saison pour ces joueurs de Phil Jackson. Voilà, les Chicago Bulls. Les Chicago Bulls. Qu'il a écrit pour la dernière saison. Oui, le nom du documentaire également sur une plateforme célèbre de streaming également. Mais la vraie question, Simon et tous, c'est Fédal. C'est dire que on a du mal à voir mourir deux dieux sacrés, parce que c'est ce qu'ils ont été pour le tennis. C'est-à-dire que la dualité de ces deux mecs, l'un sans l'autre, je ne sais pas s'ils auraient été des aussi grandes stars. C'était une opposition de style tellement incroyable que elle a fait tellement vivre le tennis. Elle a empêché le tennis d'être aseptisé qu'on n'a pas envie que ça s'arrête et que malheureusement à un moment ça s'arrête tout simplement. Oui, mais je vais même aller un peu plus loin, c'est-à-dire que on savait et on sait à un moment donné, je veux dire tous les commentateurs, tous les supporters amoureux, vous chers auditeurs, on sait que cette époque à un moment donné va s'arrêter. Je veux dire les joueurs ne sont pas éternels. Mais là de voir ça traîner un petit peu de blessure en blessure, alors, tu vois, est-ce qu'il faut pas se dire OK, on arrête d'y croire parce qu'à chaque fois alors il y en a un qui se fait opérer, l'autre on sait pas. Tu sais que ce qui ferait une saison incroyable, la saison la plus incroyable, c'est Federer qui il va revenir. C'est-à-dire que c'est vrai que l'arthroscopie, c'est pas la plus grosse opération du genou qui puisse exister. Après, pour revenir au top niveau quand tu as 40 ans, c'est pas l'idéal non plus, surtout quand tu t'es fait opérer plusieurs fois. Et il l'admet, quand il dit lueur, il sait, Federer. Par contre, il y a un truc qui serait extraordinaire, c'est qu'ils le disent, et qu'ils disent, cette dernière saison, je vais faire les 5 derniers tournois du Grand Chelem de ma vie, et que cette tournée d'adieu soit à la hauteur du monstre sacré qu'il est. C'est-à-dire que j'ai beaucoup été dur avec Federer, mais en étant très pragmatique. Ça veut dire que ce type, la classe qu'il a apportée au tennis, en opposition au travail de Nadal, a permis à beaucoup de gens de se reconnaître. C'est vrai que beaucoup de gens ne se reconnaissaient pas dans le tennis de Nadal, parce que c'est un tennis fait de travail, de répétition. Tu te dis jamais je vais arriver à jouer comme ça. Le mec, c'est un bombardier. Et il a fait poser le genou à terre à tout le monde. Et exactement. Et de l'autre côté, t'as ce mec. Tu te dis ouais, je peux jouer comme Federer. Voilà, et je peux jouer comme Federer, c'est posé. T'as l'impression qu'il parle à la balle et que on n'a pas retrouvé quelqu'un qui demain pourrait être le remplaçant de Federer. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des remplaçants. Il y a eu Sampras et puis après ça s'est enchaîné. Le tennis n'a cessé d'évoluer et d'avoir des stars. Et là, je trouve qu'après ces deux mecs-là, il va y avoir un petit vide, mais qui sera peut-être nécessaire. Mais le Fédal, pour moi, n'existe plus. Tu sais si... Oh pardon. Vas-y. Oui, non parce que je reviens sur ce que disait Simon par rapport au fait qu'il faut pas les sous-estimer. Moi, la première, jamais je sous-estime un athlète parce que et notamment ce genre de grands champions parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup de résilience et qu'il peut se passer des choses. Pour autant, un match de tennis, ça dure 2-3 heures. Quand tu es un peu amoché physiquement, c'est quand même hyper long de tenir cette distance. Encore plus long. Là, tu vois, c'est pas une descente de ski où tu peux avoir sur un éclat comme ça un JB Grange qui va devenir champion du monde alors qu'il a déjà 30 balais. Là, c'est quand même un autre exercice, quoi. Et quand je vois l'intensité, comment ça joue, je me dis c'est plus le tennis de Wilander. Hein. Ok. Ouais. Eric Salio essaye de nous faire la synthèse. En tout cas, je sais que Simon t'as plusieurs fois interpellé dans son argumentaire. Il en ressort quoi pour toi alors ? Moi, ce qui me frappe quelque part, c'est que ces deux monstres ne se sont jamais joués à l'US Open, et je trouve que c'est totalement incongru. Ça me paraît incroyable qu'ils aient jamais pu se produire dans le plus grand stade du monde. Alors, est-ce que c'est un signe ? Est-ce qu'on les verra en 2022 l'un contre l'autre sur le stadium Arthur Ashe ? Pourquoi pas ? Mais limite, ce serait parfait, tu vois, comme sortie. Ce serait dire, ok, voilà, génial. Vous nous avez aimés pendant toutes ces années, et on vous propose notre dernier match. On se met sur la tronche les deux. Ce serait fantastique. Là, on est en train de fantasmer. Il faut qu'il soit au moins, vu leur position
opposition sont pas d'accord, hein. en quart ou en demi-finale. Non, mais peut-être pas dans un grand chelem, mais tu vois, genre un match, ils sont tellement au-dessus de ils ont été tellement au-dessus de la mêlée que tu pourrais imaginer un concept spécial pour eux, pour leur sortie. Le côté notre fake dernier un match, peu, le dernier match, le côté Disneyland et tout ça. Ça, il y a la Lever Cup pour ça. Tu t'inquiètes pas, la partie à Federer. Non, on a envie de les voir en compétition. En compétition, que moi j'ai envie de voir Federer dire, je fais ma dernière saison, ça va faire un engouement mais de folie, et que là, on n'est pas à l'abri d'une surprise. C'est ça le pire, c'est que si demain il va arriver, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, s'ils sont un petit peu en forme et que les gens savent que c'est leur dernière saison, il va y avoir l'engouement. Ouais, et exactement. Et ce que, à mon avis, dans les tribunes, quelque chose qu'on n'aura jamais vu, qui pourra peut-être se comparer à des ambiances que tu as au foot ou quoi. Les gens vont être comme des fous, et ça peut, je pense, avec l'adrénaline et un niveau de forme, sur une semaine, ça peut, ou 15 jours sur un grand chelem, ça peut les mener au bout, je pense. Voilà, j'ai envie d'y croire, effectivement. Eric, c'est quoi les échos sur le circuit, parce que ça va laisser, ça on le sait, un grand vide, mais est-ce que le tennis va réussir à se relever, ne serait-ce que pour l'US Open, de pas avoir Nadal, de pas avoir Roger Federer. Je lisais que là, les tournois en ce moment de Toronto, de Cincinnati, sans Djoko, sans Nadal, sans Federer, c'est une première depuis 20 ans. On est passé dans le monde d'après, là, au niveau du tennis. Ouais, si vous regardez les images de ce tournoi, il y a des trous dans les tribunes déjà, hein, forcément. Alors qu'à Washington, comme nous a dit, parce que j'ai eu la chance d'avoir Benoît Paire hier en interview Zoom, il nous a dit c'était la folie à Washington. Quand Nadal jouait, il y avait une effervescence, il y avait une folie autour de l'entrée sur le court de l'Espagnol, et c'est vrai qu'on a peur d'un bruit, parce que je me posais la question quand Federer est arrivé au top, quand il gagne son premier Wim en 2003, est-ce qu'il était aussi charismatique? Parce que là, on est en train de tailler un peu sur les Zverev, les Thiem, même si Medvedev aussi a du charisme. On est en train de se dire que ces gars-là n'arriveront jamais à la cheville de Nadal et Federer. On ne sait pas ce que ça peut donner, leur rivalité. Parce qu'au début, Federer, c'était un gentil garçon. C'était Monsieur Nobody, oui, au début. Hein, franchement. C'est ça. Donc, faut peut-être pas trop noircir le tableau, mais c'est vrai que ces mecs-là pèsent quand même 40 titres du Grand Chelem. Rien que ça fait froid dans le dos, quoi, de dire ça. Ouais, tu nous parles. Vas-y. Non, mais tu nous parles tu reprendras la main après de Benoît Paire, justement. Tu l'as interrogé hier, lui qui a passé plutôt une bonne semaine lors du Masters 1000 de Cincinnati, même une très belle semaine, éliminé hier par Rublev en quart de finale en 3-7. Je vous propose de l'écouter sur son hommage au Big Three. Voilà. Quand je me retrouvais en demi à Rome, il y avait Nadal, Federer, Djokovic à côté de moi, et c'est vrai que c'est des messieurs qui imposent quelque chose de différent. Alors c'est vrai qu'ils vont me manquer. J'adore cette nouvelle génération, mais c'est sûr qu'il n'y a pas l'effervescence qu'il pouvait y avoir quand il y avait Nadal, Djoko, Murray, tu vois, tous ces mecs-là. C'est vrai que dès qu'ils jouaient, tu sentais que les gens... Putain, ils étaient fous, quoi. C'est-à-dire que tu rentrais sur le stade, t'entendais pas un bruit. Quand toi, tu rentrais, et quand c'était l'autre qui rentrait, ils attendaient que ça. Et c'était une standing ovation de folie. J'ai joué tous les grands sur les grands cours. Et c'est vrai que ça a toujours été des moments particuliers. Voilà, et ça va lui manquer. Et on pose déjà la question aux sportifs eux-mêmes, de savoir comment combler ce vide. Vas-y, Eric, tu voulais terminer. Non, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est marrant, la remarque de Benoît Paire, je pense qu'elle résume tout le vestiaire. Même s'il y en a qui doivent se dire, tant mieux, ça fait de la place. Voilà, ça va faire de la place. On va peut-être pouvoir gratter un grand chelem, parce que je sais pas, dans la semaine, il y a Richard Gasquet qui a dit, moi, je suis presque jaloux des Berrettini, des Zverev, parce que moi, j'en ai perdu des matchs en grand chelem contre Nadal, Federer et Djokovic, donc j'ai pas eu vraiment l'opportunité d'aller, pourquoi pas en finale d'un chelem. Là, va y avoir un boulevard qui va s'ouvrir pour des très bons joueurs, mais bon, voilà, ça va peut-être donner de l'intérêt au tournoi du grand chelem, mais bon, quand on voit on se souvient de la finale l'an passé entre Thiem et Zverev qui était à huis clos à l'US Open, c'était triste à mourir, quoi. Bon, on espère qu'il y aura une belle finale à l'US dans 15 jours, 3 semaines. Ok, je t'ai demandé de remonter le moral des amoureux du tennis, tu l'as fait avec brio, merci beaucoup Eric Salio, et à bientôt sur RMC. L'US Open, c'est bientôt évidemment Novak Djokovic qui va tenter de devenir le GOAT, si on peut le dire. D'ailleurs, hyper intéressant, t'as vu dans ce débat, on n'a même pas parlé du numéro 1 mondial, et t'as vu ce déficit d'amour. C'est énorme. Ah non, on revient pas là-dessus, c'est pas vrai. Mais regarde, là tu viens. Mais non, mais oui, parce que c'était pas le sujet. Il peut jouer en plus. Mais il va jouer. Mais pour un numéro 1 mondial, par rapport à ces deux mecs-là,
il a eu un déficit d'amour énorme quand même. Ok, on va pas remettre le sujet sur la table, même si évidemment on en a déjà beaucoup parlé dans les GG. Allez, on revient dans quelques instants. Merci Eric Salio d'avoir été avec nous. Il est 11h25. Le match des GG dans quelques instants, il va opposer Marie Martineau à Simon Dutin. On va parler du vestiaire de l'Olympique Lyonnais où c'est le grand ménage. Et vous le savez, il y a eu une banderole cette semaine déployée par les supporters au centre d'entraînement. Bougez-vous ou cassez-vous. Eh bien, l'entraîneur a dit qu'il était totalement d'accord avec les supporters. Il met de plus en plus la pression sur ses joueurs. Est-ce qu'il va trop loin ? Les GG ne sont pas d'accord. À tout de suite sur RMC. RMC, 10h midi, les grandes gueules du sport. RMC, 10h midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. 11h31 de retour dans les grandes gueules du sport. Je vous renouvelle cette invitation à partir de la semaine prochaine. Nouvelle saison des GG, nouvel horaire, 9h. On commence à 9h, 1 heure plus tôt, 9h jusqu'à midi. 3 heures de grande gueule le samedi, 3 heures de grande gueule le dimanche. On va se régaler avec beaucoup de surprises à vous présenter à partir de samedi prochain. Dans cette émission, toujours Marie Martineau, Simon Dutin, Olivier Giraud. Et dans 10 minutes, c'est votre moment, les auditeurs, les grandes gueules du sport. Et vous n'êtes pas d'accord avec un thème du jour, vous n'êtes pas d'accord avec une GG, eh bien, venez nous le dire au 32-16. C'est le grand ménage à l'Olympique Lyonnais. Depuis la déroute à Angers le week-end dernier, des problèmes d'attitude, de mentalité au sein du vestiaire poussent l'état-major à se séparer de plusieurs joueurs. Le défenseur Marcelo a déjà été mis à l'écart. Thiago Mendes, Maxwell Cornet, Oussem Aouar, Ryan Cherki, Islam Simani sont également dans le viseur. Le nouveau coach de l'OL, Peter Bosz, veut à tout prix changer ses mentalités, quitte à se mettre une partie du vestiaire à dos. Il y a quelques jours, des supporters lyonnais ont brandi une banderole au centre d'entraînement avant le match dimanche à 13h, là, demain, face à Clermont. Bougez-vous ou cassez-vous. Cette banderole a été répétée au nouvel entraîneur de l'OM hier en conférence de presse. Il en a pensé quoi ? J'ai pas vu moi-même, mais Pierre m'a dit après l'entraînement, il y a un banner là-dessus. Il m'a aussi expliqué qui était écrit là-dessus et je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord avec le slogan « Bougez-vous ou cassez-vous ». L'entraîneur lyonnais va-t-il trop loin ? RMC, Le match des grandes gueules du sport. Alors pour elle, c'est non, elle est dans le coin gauche. Marie Martineau, pour lui, c'est oui. Il est dans le coin droit. Simon Dutin, c'est parti pour le match des GG. Let's get ready to rumble! Et à la fin de ce match, Olivier Giraud, tu devras trancher, soit dans le camp de Marie, soit dans le camp de Simon. Vous pouvez également nous appeler au 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Marie, tu as été tirée au sort, tu débutes. Pourquoi non ? Pourquoi l'entraîneur ne va pas trop loin ? Il va pas trop loin, c'est de la pure et simple communication. Il s'adresse pas à des potentiels acheteurs et il s'adresse pas aux journalistes, mais il réussit à parler à la fois aux joueurs et aux supporters. Je trouve ça assez brillant. Alors côté joueur, il s'attaque à un truc qui a été dénoncé par des dizaines de coachs étrangers en France et depuis pas mal d'années, c'est l'attitude et la mentalité. Alors attention, je dis pas que c'est tous des branleurs, hein, c'est pas le problème, mais voilà, il leur demande de montrer de l'envie. Ensuite, on sait que l'OL doit vendre. Alors plutôt que de montrer que le club est aux abois, qu'il y a plus d'oseille, eh ben il préfère laisser entendre que c'est lui qui veut se séparer des joueurs, que c'est le club qui veut se séparer des joueurs, et on passe d'un Lyon doit vendre à un Lyon veut vendre. Et là, du coup, c'est plus la même limonade. Mais sur le truc, il s'adresse aux supporters. Il leur dit mais vous avez raison, mais bien sûr, je suis d'accord avec cette banderole. Et ça, c'est aussi brillant. Les joueurs passent, les supporters, eux, restent. Il vaut mieux avoir les ultras lyonnais de son côté et dans sa poche dès le début de saison le plus rapidement possible, surtout quand les résultats vont peut-être mettre un petit peu de temps à se voir. Et puis alors que les joueurs, ils sont pas en sucre, ça les pique, ça les agace peut-être un petit peu, mais franchement, au final, dans 3 victoires, ce sera oublié. Donc moi, je trouve ça assez brillant de la part de Bosz. Ah, brillant, hein, n'ayons pas peur des mots. C'est brillant, c'est vraiment là le génie de la lanterne est sorti. Mais on t'écoute. Brillant. Non mais sérieux, de quoi on parle ? Ils ont pris une fessée à Angers 3-0. Derrière dans le vestiaire, Bosz tape sa crise, Marcelo rigole. Virez mon pote, virez. Alors c'est une bonne occasion, plus personne pouvait l'encadrer à Lyon. Et effectivement, il est pas trop le style école Ajax dont vient Peter Bosz. Qu'est-ce qui se passe ? On parle de qui ? Aouar,
Slimani, Cherki qui est censé être la tête de gondole, la vitrine du club, tous les clubs européens se l'arrachent, c'est le prodige, c'est un des meilleurs joueurs européens de son âge, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu ça, il est censé faire gagner l'OL, et donc tu m'expliques que les mecs, on va te dire attends, ça marche pas, ils sont pas concernés, et donc on les vend. Ils sont donc, pas concernés, c'est une façon polie de dire que c'est de la merde, Marie Martineau, c'est brillant. Mais bien il s'adresse aux supporters, il s'adresse à tout le monde, c'est formidable. Et donc, il explique quoi? Il dit, ou cassez-vous déjà, c'est pas convenable. Nous, si on dit cassez-vous dans les GG, on se fait reprendre par Jean-Christophe Drouet. Bien sûr. Donc, déjà, c'est pas un langage convenable. Tu ne dis pas aux supporters, écoutez, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas les supporters qui dirigent le club. Il y a quand même un point de vue technique à prendre en compte. Donc les mecs, ils vont vendre Slimani, ils vont vendre Aouar, ils vont vendre Cherki, ils ont viré Marcelo et en plus, alors tu dis quoi, mec? Tu dis approchez-vous, on a 4 joueurs à vendre et ils sont super. Hein. Ils sont très très forts. Par contre, tu peux rien leur dire. Hein. Ils écoutent rien. Ils ont un état d'esprit en plastique mais ça t'intéresse? Tu m'en donnes combien? Cherki, il est très très bon. Hein. Ah, par contre, il écoute aucune consigne. C'est quoi le message que tu envoies aux gars? Alors, quand tu dis c'est peut-être de la com, et c'est peut-être effectivement de la communication, et peut-être c'est une déclaration d'intention aux joueurs, et moi je le prends comme ça, je veux pas croire qu'il se dit je vais me priver à 10 jours de la fin du mercato de 4 ou 5 des joueurs mais il en veut certainement d'autres, il sait déjà qui veut recruter, il en veut d'autres. Ils ont viré Marcelo, et je pense que le message, et c'est concerté avec Juninho, paraît-il, les gens qui ont des informations à Lyon, je me suis laissé dire que effectivement Juninho avait alerté Peter Bosz en disant il y a quand même des problèmes de comportement, on compte aussi sur toi pour régler ça. Et je pense que c'est plus un message. Alors Aouar, c'est dans les cartons. Et tu as fini. Donc c'est exactement la même chose que moi. C'est de la communication et c'est bien fait. Vous ne dites pas la même chose en tout cas. Si j'ai bien écouté, vous ne dites pas la même chose. Moi, j'ai pas tout compris ce qu'il a raconté. Marie Martineau, et ensuite je vous donnerai quelques informations. Tu fais référence évidemment à notre correspondant Édouard G, qui nous a donné des billes cette semaine sur RMC avec notamment Juninho qui a effectivement prévenu Peter Bosz en début de saison en lui disant tu verras, il y a quelques problèmes d'attitude. Et c'est pas nouveau à Lyon. Lui, il a dit, je vais me faire mon idée par moi-même. Au bout de 2 matchs, il a vu. Et c'est vrai qu'il a envie de faire partir quelques joueurs. Mais pour l'heure, la petite musique. Olivier, c'est à toi de trancher. Qui a remporté ce match? Simon Dutin ou Marie Martineau? Bon, je vais aller dans le sens de Simon, même si tu as essayé de bien défendre le truc. Merci Olivier. Tu as essayé de bien défendre le truc, mais c'est indéfendable. Et Pourquoi il va trop loin? Il va trop loin parce que déjà, tu as dit un truc tout à l'heure, c'est les supporters, les joueurs restent. Les joueurs partent, les supporters restent. Ouais, c'est surtout les joueurs restent très souvent et le coach s'en va. Tu peux pas changer toute une équipe. En général, tu changes de coach. Et que on parlait tout à l'heure de Didier Deschamps avec sa froideur, son pragmatisme, la manière dont il a d'enlever l'émotion quand il parle de quelque chose. Ça, c'est brillant. Ça veut dire que je l'ai critiqué tout à l'heure, mais ça, c'est brillant. Là, c'est à fond dans l'émotion. Au bout de 2 matchs, il s'est mis toute son équipe à dos. Tu vives dans un vestiaire, là, quand tu parles dans la presse, parle d'abord à tes joueurs. Ça veut dire qu'on parle jamais aux joueurs par presse interposée. Surtout quand on a un nouveau coach. Il l'a fait une fois. Mais remettre une couche, ça passe pas très bien dans un vestiaire, surtout un vestiaire qui ne va pas bien. Et donc, je vois pas comment la relation avec ses joueurs va s'arranger. On parlait tout à l'heure de la confiance, le vrai lien, parce qu'il y a beaucoup de très très bons entraîneurs, mais les excellents coachs, ce sont des coachs qui ont une partie humaine de compréhension du fonctionnement humain de leur équipe. Oui, mais là, Olivier, on est dans le début de l'équipe, on est dans le début de fonctionnement avec ce coach-là. Il met les points sur les i, il veut directement expliquer, c'est pas comme ça que ça va se passer. Justement, c'est quand tu es un entraîneur, par exemple, français, et que tu vas entraîner dans n'importe quel sport, en Angleterre, en Espagne, j'espère que tu prends conscience que le type de management selon les pays est différent. Et je pense que cet entraîneur néerlandais est arrivé avec un truc très dictatorial qui vient de la manière de coacher à l'Ajax et ce type de fonctionnement. C'est peut-être ce que Lyon a besoin justement, c'est qu'on remette un peu l'église au centre du village. Marie, en plus, j'ai un peu poussé la passion quoi dans les discours, mais on connaît, je veux dire, les pudeurs de gazelle
de certains joueurs, tu vois, la susceptibilité. Ils entendent leur coach dire machin ou cassez-vous, bougez-vous ou cassez-vous. C'est quoi qu'est-ce qu'il a dit le coach ou casse-toi? Mais vous êtes sérieux? Non, mais parce que je ne connais absolument pas le milieu du foot. S'il y a déjà un petit problème dans la relation entre l'entraîneur et les joueurs, juste le fait qu'il ait relayé un message de supporter qui a dû les agacer à l'entraînement, moi je pense que ça ne peut qu'empirer la relation et pas du tout les aider effectivement dans les progrès qu'ils doivent faire rapidement. Je vais entrer dans ce débat et je vais un petit peu me salir les mains. Pour une fois, je vais venir un petit peu dans l'arène au secours de Marie Martineau, parce que je suis assez d'accord avec toi. À un moment donné, à Lyon, mais ça arrive dans d'autres clubs aussi, on parle souvent de la mentalité des joueurs français, des joueurs en Ligue 1, et on se plaint souvent. Et on est même là dans cette émission à se dire, quand ils partent à l'étranger, les mentalités, mais en Ligue 1 on faisait rien, là vraiment ça change, on a des coachs. Au moins, si on a un peu ça dans notre championnat et si on a un entraîneur qui arrive à tenir la barre en disant, vous allez arrêter de jouer les starlettes et vous allez un petit peu jouer. Je trouve ça génial. Il n'y a pas de problème, foulez en tribune, mets-les sur le banc pendant 2 rencontres, mais tu dis pas en conférence de presse, ou cassez-vous, oui, moi je suis d'accord avec ça. Comme disait Olivier, tu règles tes problèmes dans ton vestiaire, tu vas pas faire le show en conférence de presse en disant, les supporters et leurs propos un peu vulgaires, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Non, pourquoi pas? Parce que c'est ça qui les touche. C'est pas bon, Simon, ce que tu dis. Qu'est-ce qui les touche, ces athlètes-là? Est-ce que c'est d'être mis un peu sur le banc et qu'on ne sache pas trop pour quelle raison officieuse, ou est-ce que c'est d'aller dire aux supporters, ils m'ont saoulé, je l'ai puni, et donc en fait c'est le coup près, ils sont censés vouloir être adulés par les ultras. Moi je trouve que c'est bien joué. On va écouter justement une nouvelle fois hier en conférence de presse Peter Bosz, vous l'avez entendu sur l'histoire de la banderole, mais forcément il a été interrogé sur l'histoire de la mentalité du groupe qu'il veut changer, et déjà cette semaine il nous le dit, en tout cas il a vu un changement. J'ai dit déjà tout de suite après le match que le foot commence avec cette mentalité pour travailler, pour donner tous pour l'équipe. Bien sûr, j'ai parlé après avec les joueurs et je lui dis encore une fois ça. Normalement, tu dois pas dire ça comme entraîneur, ça c'est normal, ça c'est la base. Mais bien sûr, j'ai dit encore une fois et il faut le dire cette semaine pendant l'entraînement. J'ai vu ce comportement, ce travail, j'ai vu vraiment donc. Ça, c'est déjà un bon premier pas. Un bon premier pas. Je vais te dire ce que je pense réellement sur ce sujet-là, c'est que tu as vu, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une équipe qui truste tout, là, c'est les rockstars là-haut. Et que tu as ces équipes intermédiaires européennes, anciennes grandes équipes où les joueurs sont bien payés. C'est un très grand club, Lyon. Mais tu sens les joueurs préparer leur sortie, faire une très bonne saison pour pouvoir partir dans des grands clubs. Et quand ça se passe mal en début de saison comme ça, moi, ce qui me fait peur, et surtout quand j'entends ce genre de discours du coach, on n'a pas entendu Jean-Michel Aulas dans cette histoire, en tout cas pas encore. Je sens que si la mayonnaise ne prend pas dans les 2 prochains matchs, ça va partir en vrille sévère et je crains fort pour le mercato hivernal. Ok, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur ce sujet. Demain, Lyon-Clermont à partir de 13h. Clermont qui réussit son début de saison, 2 victoires en 2 matchs, le promu. Voilà, je suis en train de donner des informations et Marie, la seule chose qui m'intéresse, c'est tout ce qui m'intéresse évidemment. Est-ce que j'ai gagné? J'y arrive dans quelques instants. 13h le match Lyon-Clermont demain, avec Lyon qui doit absolument se reprendre, sinon ça risque de chauffer encore un petit peu et on en reparlera dans les grandes gueules du sport. Je vous ai dit que les grandes gueules l'année prochaine c'était 9h midi, la semaine prochaine à l'aube. Oui, je vous l'ai déjà dit. Je le redis si vous prenez l'antenne en rouge, chers auditeurs. Nouvelle formule, nouvelle saison, 9h midi. Alors, est-ce que Marie Martineau a remporté ce match? Sachez qu'il n'y a pas eu photo. 80-20. 80-20. Attends, j'ai pas donné le résultat. Non, il y a eu 80-20. Je suis allé voir sur Internet, c'est oui. Non, il ne va pas trop loin. C'est une victoire de Marie Martineau. Tu as les auditeurs et les internautes dans ta poche. 11h44. Les auditeurs, c'est les supporters. Nous, on est pragmatiques. 11h44, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie des Grandes Gueules du Sport. C'est votre moment, les auditeurs. Les Grandes Gueules du Sport et vous composez le 32-16. Il y a quelque chose qui vous chagrine dans cette émission? Vous n'êtes pas d'accord avec une GG? Vous venez nous le dire, à tout de suite sur RMC. RMC, 10h midi, les Grandes Gueules du Sport. RMC, les Grandes Gueules du Sport, 10h midi. Jean-Christophe Drouet. 11h45, la grosse voix va devoir changer son annonce. 10h midi.
Non, à partir de samedi prochain, samedi et dimanche prochain. Tu as déjà croisé la grosse voix? J'ai déjà, et je peux te dire que quand il te dit bonjour, tu fuis. Bonjour. Donc 9h midi à partir de la semaine prochaine, samedi, dimanche. Excellent. Avec toutes les GG, avec beaucoup de surprises, beaucoup de nouvelles rubriques à retrouver. On va se régaler pendant 3 heures avec vous, chers auditeurs. Toujours avec Simon Dutin, Marie Martineau, Olivier Giraud et vous, car c'est votre moment maintenant. RMC, les grandes gueules du sport et vous. Vous voulez un petit peu de castagne, vous composez le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG, c'est le moment de le dire. Et on accueille Alain pour débuter. Là. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Salut Alain. Et là, alors je rappelle pour tous les auditeurs qui nous prennent en route, sachez qu'Alain nous avait envoyé un petit message sur le Direct Studio, l'application, aux alentours de 10h30. On avait ce débat sur les interdictions de préfets pour les maillots des supporters, les différentes interdictions. Et là, c'était en l'occurrence à propos du match Brest-Paris Saint-Germain. Et Alain nous disait, bon, de toute façon, je sais que vous allez jamais me prendre, mais à chaque fois, dès que ça concerne le PSG, ça vous émeut, vous en faites des caisses, mais ça fait bien longtemps que les interdictions de stade existent. Alors j'ai répondu à l'antenne à Alain en lui disant, mais Alain, le 32-16 est évidemment avec grand plaisir dans cette émission. Et puis, le Paris Saint-Germain, on en parle, c'est vrai, mais quand il y a d'autres interdictions de stade, dans cette émission, nous en avons aussi parlé. Mais Alain veut quand même en découdre avec nous et il a bien raison de nous avoir contactés. La parole à Alain tout de suite. Bonjour Alain, ravi de t'avoir. Voilà, écoutez, on va faire simple. Vous avez quand même une indignation très variable. Déjà, il faut savoir que le préfet de Metz de la préfecture du Finistère a interdit pratiquement tous les matchs depuis des années. En preuve d'un télégramme de Brest en extrait du 30 août 2020 où il a interdit le déplacement des supporters de l'Olympique de Marseille. Il y a aussi eu un rapport d'information qui a été fait auprès du ministère à l'initiative de Madame Buffet en 2010 je crois, concernant l'échec du tout répressif. Tout ça, vous n'en parlez jamais. Rappelez-vous quand même que les supporters de Marseille sont interdits de stade à Paris depuis 2015, sans aucune discussion possible. Les ultras ont prévenu depuis des années que ce serait des atteintes au droit de se déplacer librement. Vous l'avez découvert vaguement avec le Covid, puisque les données Covid ont été exactement les mêmes que celles qui sont prises sur les supporters depuis des années. Vous ne pouvez pas déplacer, vous ne pouvez pas aller à plus de 10 km. Si vous n'avez pas de masque, c'est pratiquement le même que si vous n'avez pas de maillot. Bref, vous découvrez tout ça, et miraculeusement, cette fois-ci, vous en parlez. Alors que contrairement à ce que vous dites, les 3/4 du temps, vous n'en avez pas parlé, ou alors 2 lignes vaguement sur le machin, sauf que là, c'est Paris, c'est Messi, c'est les stars, et là, vous sortez du bois et vous y allez franco. Alors, en tout cas, merci de ta sincérité, Alain, et d'avoir témoigné dans cette émission. Moi, je vais pas me faire mon propre avocat pour le plaisir de me faire mon avocat ou faire du corporatisme. Je comprends ton agacement sur les interdictions de stade, parce que franchement, ça fait longtemps que je fais des émissions de foot et sur d'autres médias, et ça fait longtemps que j'entends parler des interdictions de stade et que nous en parlons. Si on veut me faire dire, et là-dessus, tu n'as pas tort, que sur le Paris Saint-Germain, il y a un effet de loupe. Franchement, je peux te rejoindre là-dessus. Maintenant, de dire qu'on le découvre, moi je réponds, et je vais laisser aux autres GG évidemment de nous donner leur témoignage, parce qu'on est là aussi pour débattre. Pour nous dire qu'on le découvre, là je suis obligé de dire que je suis pas d'accord avec toi, Alain, parce mais attendez, on découvre pas les interdictions de stade, et je me souviens même dans l'after et tout ça, ils en ont fait souvent beaucoup de chapitres. Même si vous l'avez découvert il y a 10 ans, le peu de fois où vous en parlez, en gros je l'ai découvert, mais je m'en bats les couilles. Excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas. On surveille le truc. Oui, on s'en moque plutôt. Oui, si vous voulez, oui. Excusez-moi, on est à Marseille. Non, mais c'est de la ponctuation chez nous, c'est pas pareil. Non, mais je comprends. Mais après, je pense que le plus important dans tout ça, Alain, et après vraiment, je laisse les GG en parler, parce que je veux pas forcément ne pas d'accord avec toi pour ne pas être d'accord, mais le plus important, que ce soit Paris, Marseille ou peu importe, le plus important maintenant, c'est qu'on en parle, non, au final. Oui, clairement. Alain. Oui, 10 ans après.
C'est pas les mêmes raisons aussi, Alain. Je veux dire, tu nous as parlé de 2010, les dates où il y avait Marie-Georges Buffet. Je suis même pas sûr que je bossais à RMC à cette époque-là. Non, mais le prenons pas personnellement. Essayons de réfléchir à ce que nous dit Alain. Les interdictions par les préfets, il y a eu plusieurs raisons. C'est-à-dire que le moment où il y avait des débordements de supporters qui allaient dans les rues, qui portaient atteinte à la vie de la population autour du stade, c'est normal. Non, à un moment. Et aujourd'hui, c'est encore une autre situation. Ça veut dire que... Excusez-moi, même ça, c'était se foutre de la gueule du monde. Parce que ne me dites pas que quand vous avez les bus qui descendent de Paris ou les bus de Marseille qui montent à Paris, on nous prend en charge à des kilomètres de la ville, avec des policiers tout autour, on est plus encadré que les chefs d'État. Et vous n'êtes pas foutu de nous amener au stade sans qu'on ait l'occasion de se mettre sur la gueule dans la rue. Alors moi réellement, je comprends pourquoi. Franchement, je suis assez d'accord. Mais moi, je comprends pourquoi j'en ai pas parlé avant et qu'aujourd'hui j'en parle. Et effectivement, il y a eu des interdictions. Je les ai pas jugées plus que ça. Ça veut dire que le préfet, à un moment, grâce au foot, on a découvert à quoi ça servait un préfet. Avec le Covid, on a vu l'étendue du pouvoir du préfet. Il y a quelques abus, quoi. Il y a certainement des raisons, mais il y a aussi quelques abus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on redonne la chance aux gens de réinvestir le stade, de réinvestir la ville, et que je pense sincèrement que je donne pas tout à fait tort au préfet et je donne pas tout à fait raison non plus aux supporters, mais il y a un juste milieu à trouver et que je pense qu'il faut relaisser les supporters réinvestir, redonner de l'ambiance, redonner de la vie et après aujourd'hui il faut aussi faire attention à ce que on ne reparte pas dans des dérives qu'on a eues. Il faut pas l'oublier non plus. Et surtout, Alain, bonjour. Moi, ce que j'ai trouvé agaçant dans votre message, c'est de nous dire, en gros, vous en parlez parce que c'est Paris. Je crois, dans notre débat, personne n'a dit c'est le Paris Saint-Germain. Donc, moi, ce que je regrette, c'est que les autorités caricaturent les supporters, soient incapables justement de s'emparer de ce phénomène. C'est un phénomène culturel. Il y a un mépris de la culture du supporterisme qui, en gros, consiste à considérer que les supporters sont des crétins, un peu sous-cultivés et qui sont capables que de se pinter et de se battre. Et si on en parle, il y a les mêmes mesures qui sont prises pour Rennes-Nantes qui a lieu dimanche. Et je trouve ça aussi affligeant que pour un Brest-Paris Saint-Germain. Et l'avis que j'ai sur l'attitude des autorités n'a rien à voir avec le fait que ce soit un match de Paris, de l'OM. Et effectivement, Jean-Christophe le rappelait, dans l'after sur l'antenne de RMC, il y a beaucoup de gens, beaucoup de fois où les débats ont porté sur le caractère un petit peu décevant, pour pas dire pire, du fait qu'on puisse pas autoriser les supporters marseillais à se déplacer à Paris ou les supporters parisiens à Marseille. Je pense que ça fait partie du folklore du football, de la culture foot, et qu'il y a une part de risque raisonnable à prendre et à encadrer, et que les autorités devraient s'en saisir. Voilà. Et je rappelle juste à Alain que hier c'était Brest-Paris Saint-Germain, mais si ça avait été Monaco-Marseille ou Marseille-Bordeaux et qu'il y avait... Attends Marie, Alain va répondre, il a raison. Alain. On vient de me parler d'un match là. On vient de me parler du Rennes-Nantes, qui va être aussi avec interdiction de supporters. D'accord ? C'est bien ce qu'il vient de m'être dit. Oui. C'est amusant, je ne l'ai pas entendu depuis 2 jours où la presse s'est emparée de ce sujet, y compris chez vous. Ça fait 2 jours où on nous parle du match Brest-PSG, mais le Rennes-Nantes, personne n'en a parlé. Donc vous ne parlez pas des interdictions de stade, vous parlez de l'interdiction de stade de Paris. C'est la seule qui vous intéresse. Non, alors cette fois c'est à moi. Du coup, attends, Alain, écoute-moi. Vas-y. Alors pour le peu, moi je partage ma vie avec Pierre Amiche qui a fait cette chronique-là. Donc je vois comment il travaille et comment naissent les idées et il y a toujours une accroche actu pour dénoncer quelque chose. Donc là, c'était là à ce moment-là, le match aujourd'hui. Enfin, c'était hyper simple et la construction était très simple. C'est j'observe un truc, ça me donne envie d'en parler, de dénoncer quelque chose, d'écrire une vanne, qu'on se marre autour de ça. C'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. Il est talentueux, il écrit des beaux papiers, mais il n'y a pas de volonté de faire briller le Paris Saint-Germain ou de parler du Paris Saint-Germain. Enfin, c'est pas du tout le délire à la maison. Bon, en tout cas, c'était un avis d'Alain et c'est important de donner la parole. Et voilà, en tout cas, Alain a pu s'exprimer. Merci d'avoir été avec nous. Et voilà, mais en tout cas, je pense que il faut savoir discuter dans ces cas-là. Et puis, il y a un fond de vérité dans ce que dit Alain, et moi je suis tout à fait prêt à le partager, et il faut l'écouter. Merci Alain d'avoir été avec nous. Une dernière petite chose, si je peux me permettre un petit conseil.
ce ne sera pas mauvais pour vous de vous réécouter et de lire un peu la presse. Parce que vous verrez que le focus sur Paris est monstrueux. Voilà, bonne journée. D'accord, bonne journée Alain, très bien. Bon, voilà. on va je relire, lis la presse oui, et mais je toi, me réécoute déjà. Non, toi, tu lis et moi, pas je lis la le presse, New York tu Times. lis- Voilà, et là, on parle pas du PSG. Non, Ah bah, bizarrement, super, ils Marie. s'en ont rien à foutre. Bon, merci Alain d'avoir appelé en tout cas et d'avoir discuté comme ça avec les grandes gueules du sport. Malheureusement, il y avait d'autres auditeurs et on a pris un petit peu de temps avec Alain, mais c'était important de le faire et je prie tous les auditeurs de m'excuser d'avoir pris trop de temps aussi peut-être avec Alain et de ne pas les avoir écoutés. On est là demain dans les grandes gueules du sport et n'hésitez pas à composer le 32-16. Merci Simon, merci Marie, merci Olivier. Demain on se retrouve à partir de 10h et ce sera la dernière fois car la semaine prochaine c'est à 9h. C'est à partir de 9h. Voilà, je préfère ne pas le dire qu'aux auditeurs, à vous aussi pour le réveil. Ouais, tu fais bien. Allez, on vous embrasse, passez une très belle journée.